des gens qui m'ont appelé parfois, ça parle de moi ce truc-là, et je me dis non, désolé. Parfois t'as une passion et les gens te disent oui, mais à la fin du mois, est-ce que ça te rapporte de l'argent? C'est mon métier d'influencer des résultats d'étudiants. Bien sûr, ouais. Enfin, c'est le métier de tout le monde d'influencer d'une certaine manière, parce qu'effectivement c'est les influx voleurs, Booba, Nabila. Je vais pas me plaindre d'être critiqué sur des choses qui sont méritées, tu vois. Je prends l'exemple des youtubeurs rappeurs. Il y a ce truc-là de je veux faire de la musique, mais Ouais. si je fais des blagues en même temps, ça passera mieux auprès de mon public. Et il y a un peu ce côté maïotique presque dans notre ciné, c'est surprenant de dire ça. Une valide HEC à la fin de l'année, dire en fait quand même c'était pas si mal. Les gens qui font ça sont nuls, pas parce qu'ils sont moins bons que moi ou quoi, mais parce qu'en fait ils cherchent à copier un style qui est pas le leur. Des choses que tu dis pas à tes proches, tu les écris. Donc quand on parle là, on n'a rien écrit quasiment. Mais juste 8 pages là. C'est ça. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je suis fan des classes préparatoires. Mais quand on se présente à quelqu'un, on dit toujours tu fais quoi dans la vie? Et on répond par son métier. Mais en fait non, ok je suis banquier, mais je fais du sport, je fais de la poésie, je suis père de famille, je sais pas. Moi non plus. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Première Classe. Si vous nous découvrez avec Fafa aujourd'hui, le format est très simple. On invite à chaque fois un invité et on parle de choses sérieuses sans se prendre du tout au sérieux. On est tous les deux étudiants à HEC. Simon est directeur de prépa et nouveauté d'une école dédiée aux sportifs de haut niveau et aux artistes. Et de mon côté, je suis créateur de contenu éducatif, Twitch, YouTube, TikTok, enfin tout ça. Notre but, c'est d'inviter des personnes inspirantes avec souvent un parcours lié aux grandes écoles, à la classe préparatoire et de vous donner des tips. Bien sûr, si le format vous plaît, continuez à vous abonner, à partager. Ça nous soutient au quotidien. On néglige la puissance de vos actions sur l'algorithme, donc faites-le. On se retrouve tout de suite avec Pierre Faury pour ce deuxième épisode. Tu dis Pierre Faury? Je sais pas. Bah, de toute façon, ils l'auront vu dans l'intro. Ouais. Et dans le titre, et dans la miniature, et Ouais. dans les partages. Pierre, on est très heureux de t'avoir pour ce deuxième épisode de Première Classe. Pierre, donc on va te laisser te présenter ensuite, mais donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le petit prince des réseaux, poète d'Instagram. Plus pour remettre dans le contexte de l'émission, donc avec Fafa, notre but c'est de discuter de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Ouais. Et avec toi, on a envie de discuter de plein de choses. Mais l'idée, c'est de tourner la discussion aujourd'hui autour de mettre de la poésie dans son quotidien. Ce sera un fil directeur. On va essayer de s'y rattacher. Je pense qu'il y aura quelques digressions. Mais en tout C'est le cas, but. merci beaucoup. Ouais, c'est le but. Merci beaucoup d'être là. Et je te laisse te présenter. Bah non, merci beaucoup de m'inviter. Je suis pas sûr que Petit Prince des réseaux, ce soit la meilleure manière de montrer une grande forme d'humilité de ma part, donc je vais pas accepter le qualificatif. C'est moi qui... Exactement. Je précise que j'ai pas écrit l'introduction de Simon. Non, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis encore étudiant à HEC Paris, je suis en dernière année. Et j'avais un parcours de prépa classique ou prépa à grande école. Et simplement, j'ai un peu dévié il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, parce que j'ai fait le concours d'éloquence d'HEC. Ce qui pour le coup est pas encore une déviation, mais j'ai fait ce concours-là et il se trouve que je l'ai gagné. Et donc je me suis dit tiens, j'ai gagné un concours, j'ai pas trop aimé l'instant ce jour-là. Je me suis senti très bizarre pendant le concours et je me dis j'ai envie d'en faire un autre où je vais gagner, j'espère encore, mais surtout prendre du plaisir dans ce que je fais. Et donc j'en ai fait plein d'autres pour juste prendre le plaisir du concours et pas juste le faire comme une bête qui fait des épreuves les unes après les autres. Et puis il y a quelques mois, en fait c'est assez récent, je me suis dit tiens, j'ai plein d'images de vidéos YouTube de tous ces concours-là et j'en ai jamais fait grand-chose. Alors j'ai mis quelques trucs sur TikTok à l'époque, mais jamais de manière active et jamais avec du montage un peu travaillé, etc. Et je me suis dit tiens, je vais exploiter tout ça, utiliser tout ça. Et je l'ai fait et ça a trouvé un public. Et je pensais pas que ça trouverait un public, ça a trouvé un public. Et puis après, je me suis découvert que j'aimais beaucoup écrire, en fait, plus que parler. J'adore parler, évidemment, mais dans le concours d'éloquence, la partie qui m'intéresse le plus, c'est l'écriture. Et donc, je me suis mis aussi à écrire de la poésie, et c'est le sujet, je pense, dont on va le plus discuter aujourd'hui, que j'ai partagé là aussi sur les réseaux. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis créateur de contenu, en parallèle de mes études à HEC Paris. J'écris pour des gens, je plume aussi, de dirigeants notamment. Et puis, je fais des podcasts, des jurys concours d'éloquence, et j'ai même créé mon propre concours d'éloquence, qui s'appelle le prix Cyrano. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de redire un mot dessus. Voilà un peu pour l'introduction longue, désolé. Bah non, carrément, même introduction courte, on va revenir sur chacun des éléments. Aujourd'hui, donc tu te définis comme en premier lieu créateur de contenu. J'évite le mot influenceur. Ouais. J'aime bien raconter que quand ma sœur a découvert que j'avais des abonnés sur Instagram et l'a partagé à ma mère m'a dit Pierre, tu vas devenir comme Nabila. Et heureusement, non, j'ai pas de crème pour la peau à vendre, en tout cas pour l'instant, c'est que ça arrivera. Mais donc, créateur de contenu, c'est le mot que j'utilise le plus. Ouais. Ce qui d'ailleurs est un affreux mot parce que on crée forcément du contenu par définition. Donc, en fait, c'est créateur de contenu digital. Ou c'est juste créateur digital qui serait la bonne expression, parce que créateur de contenu, c'est un mot qui est un peu vide. Et ben, on va y revenir en plus. On a prévu un petit
une petite surprise là-dessus. Et toi, sur la table, on a prévu pas mal de Je surprises. vois qu'il y a des cartes, là, je suis inquiet. Ouais, Je suis en inquiet. fait, on n'a pas expliqué au départ. C'est pour les jeux. Il y a des jeux qui nous attendent dans l'heure et demie à venir. Tu dis que tu as dévié au concours d'éloquence. Tu penses pas que tu étais déjà sur cette voie avant? J'étais pas encore déviant. Non, au contraire, moi je faisais le concours d'éloquence d'HEC parce que c'est le truc que tu vois sur YouTube quand t'es au lycée ou en prépa, et tu dis ah ok, HEC c'est ça, c'est un peu un joli étendard pour l'école, tu vois. Et donc quand je le faisais, j'étais pas du tout dans une logique de me dire je fais quelque chose de très nouveau ou différent. C'était plutôt l'école c'est ça, j'en tire une opportunité. Ce que je trouve vraiment différent dans ce que j'ai fait ensuite, c'est le fait de devenir créateur justement. Et de pas juste dire ok j'ai gagné un concours, mais c'est comment j'utilise ça pour aussi porter des messages, me créer un branding personnel, etc. Et ça, pour le coup, je crois pas que les anciens qui ont participé et qui ont gagné ce concours-là l'aient fait avant. Et peut-être que la déviation, plus que la déviance, elle est là, je pense. Et donc ton premier rapport à l'éloquence, c'était ce concours? Non. Pardon, je te coupe, excuse-moi. Non, vas-y. Non, du tout. J'en ai fait au lycée, mais de manière très anecdotique. Okay. J'en ai fait en prépa. J'étais à Stanislas en prépa. Il y avait un concours d'éloquence des prépas que j'ai perdu en finale. Mais c'est le premier où j'y suis allé vraiment avec beaucoup de travail derrière, beaucoup de volonté, etc. Mais donc c'était pas la première fois que je faisais de l'éloquence, première fois que j'en faisais avec autant d'ambition, je dirais. Et c'est marrant que tu le dises comme ça, mais c'est la première fois, il me semble, que quelqu'un arrive à toucher autant de monde avec d'éloquence comme ça sur les réseaux. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est un petit milieu et que c'est la première fois que à peu près n'importe qui est déjà tombé sur son feed TikTok ou Instagram, de toute façon ça, on y reviendra, mais sur des personnes qui prennent la parole, qui font de la poésie et qui s'exposent comme ça. Donc t'es un peu l'un des premiers qui ont décidé d'en faire quelque chose. Et malgré les nombreuses personnes qui font des concours d'éloquence, enfin dans les écoles, il y a le laboratoire HEC, il y a dans chaque école il doit y avoir une association d'éloquence, mais c'est la première fois que des gens décident que quelqu'un et puis suivi d'autres personnes décident de partager ça sur les réseaux. Et c'est tout à ton honneur. Mais parce qu'il y a un enjeu de plateforme, en fait, le concours HEC, il était beaucoup sur YouTube, et pour le coup, il faisait des stats sur YouTube exceptionnels. Des 2 millions de vues parfois. Laurent, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a une vidéo qui a fait le grand oral sur France 2 ensuite. Donc il y a des vidéos très vues sur YouTube, en effet, mais il y avait un sujet de plateforme, et ça avait jamais basculé sur Instagram, TikTok. Et petite fierté, j'étais, je pense, le premier à le faire. Et maintenant, il y a plein de gens qui le font, et c'est tant mieux, parce que c'est un milieu qui ne peut gagner que à être connu par le plus de monde possible. Mais en effet, je pense que j'étais un des premiers à faire cette bascule-là vers les réseaux, le format court. Et comment t'as commencé sur TikTok initialement? Et je me souviens parce que du coup j'ai commencé à tomber dessus, etc. J'ai scrollé pas mal. Et à un moment, du jour au lendemain, tu t'es dit pourquoi pas juste cross-publier, mettre ça sur Instagram. Exactement. Comment t'expliques que tu t'es dit c'était quoi? TikTok, c'était un peu ton labo où t'essayais de faire un truc expérimental? Oui et non. En fait, l'histoire c'est que donc je fais le concours d'HEC en 2021 et j'ai une pote qui m'a dit en voyant ça. Je cite, c'est typiquement le genre de merde qui pourrait marcher sur TikTok. Je dis ok. Et surtout, je connaissais personne sur TikTok. Enfin, je pense qu'on est encore la génération où tout le monde qui est dessus. C'est la limite. La génération juste en dessous de moi, les 2003, 2004, je pense que sont beaucoup sur TikTok. Nous, moins. Et donc, je me disais, au pire, un peu laboratoire si tu veux, dans ce sens-là. Personne ne verra ça. Et donc, je suis tranquille. Et en fait, plein de gens ont vu ça. Mais je voulais pas faire la bascule vers Instagram parce qu'il y a un côté où Instagram, c'est vraiment mes potes, c'est ma famille, etc. Et m'afficher à ce point-là, j'étais pas tout à fait fan. Et glauque de OnlyFans. Non, mais on rigole, mais. Les concours d'éloquence sur OnlyFans aussi. Mime sur toutes les plateformes, mais pas sur Instagram. Abonnez-vous. Non, mais on rigole, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de la première fois que tu appuies sur publier. Est-ce que tu t'en souviens ou pas spécialement? La peur peut-être du mauvais accueil, du bide, enfin un truc. Ouais. Sur TikTok, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'étais en mode, je connais personne, ça fera 0 vues, surtout, c'est quoi ce truc-là? Il y avait 0 montage. C'était une vidéo horizontale. Horizontale, donc t'as du noir en haut et en bas, j'ai mis un vieux titre horrible. C'est horrible, vraiment. Je sais pas pourquoi ça a marché. L'amateur fonctionne, Mais et je pense qu'il y a un truc les gens aiment bien sur ces plateformes-là, le côté sincère et authentique, tu vois. TikTok notamment survalorise le contenu pas travaillé par rapport à YouTube où c'est tout l'inverse, tu vois. Et donc en effet c'est pas travaillé du tout. Par contre il y a eu le stress au moment de publier sur Instagram parce que là je sais que je m'expose à tous mes potes, tous les gens, même pas mes potes d'ailleurs, mais les gens de mon école, de ta prépa, etc. Où tu sais qu'il peut y avoir une forme de jugement, ma famille et autres. Et comme ça a marché très bien très vite, ça a effacé vraiment ce truc-là. Ce qui est gênant, je pense, ce qui est dur à vivre ou à accepter, c'est je fais 20 vidéos qui font pas de vues et les gens se disent mais pourquoi il se prend pour un influenceur alors que personne ne le regarde. Et j'ai eu la chance, mais c'est vraiment la chance aussi d'algorithme, je pense, ça a marché très vite dès le début. Et donc je pouvais justifier un peu ce que je faisais par ok regardez ça a un intérêt, il y a des gens qui. Mais je pense même pas que ce soit que l'algo, c'est vraiment tu l'as dit, mais t'es vraiment dans les premiers à avoir fait ça.
C'est vraiment ce truc de, il y avait un trou, et toi, t'es venu le combler à ce moment-là, et tu le fais bien. Donc, j'espère. Tu verras, mais dans le lot, on a récolté quelques commentaires des plus fidèles fans, et tu pourras avoir pas mal de choses. Mais et pour revenir sur le publier, t'as réfléchi au fait de le faire en ton nom propre? Ou de pas le faire en ton nom propre au départ, ou tu t'es pas posé la question en fait de dire c'est ce que Fafa a fait, Fafa Selecto, c'est pas son compte personnel. Ah bon Selecto, c'est pas ton nom de famille. et tu vois, c'est un choix, et il y en a beaucoup qui font ce choix dans les créateurs de contenu pour le coup. Et toi, c'est parce que t'as fait, c'est juste parce que tu t'es fait prendre dans c'était parti, c'était trop tard, ou non, c'est juste qu'en fait c'est tout con, mais la vidéo HEC sur YouTube, il y a mon nom. Ah oui. Et même quand je parle, il y a mon nom en énorme derrière. Bien sûr. Donc j'aurais pu cacher mon nom, mais ça aurait eu peu d'intérêt parce qu'il était très visible, quoi. Et ça, c'est vachement lié au milieu. Je veux dire, là, initialement, donc moi je fais du contenu éducatif, mais le support, c'est quand même, on joue, on discute, c'est Twitch. Donc historiquement, tu vas sur Twitch, t'as un pseudo. C'est une nouvelle méta de se dire, on en avait parlé avec Jocaris la dernière fois, mais Maxime Biaggi, c'est son nom. Il y a des gens, c'est leur nom ou leur prénom un peu modifié. Mais initialement, Twitch ou la création, c'était les pseudos. Là, t'es dans un milieu plus sérieux, plus poétique, et là, c'est un truc d'auteur, d'écrivain, tu publies en ton nom, même s'il y a des alias, il y a des... Non, mais là maintenant, je regrette absolument pas, parce que le nom, il aide aussi à à se faire connaître, je trouve. Et si j'avais eu un alias ou un pseudo ou quoi, je pense que ça aurait moins de puissance. Et là, du coup, le nom, quand je l'utilise, il a pas de la résonance non plus, mais les gens peuvent situer à peu près ce que c'est. Et ça, je pense que je suis content d'avoir publié en mon nom. Parce que je pense que ça a moins de puissance parfois en tout cas en effet dans ce domaine-là, que des pseudonymes. Tu peux vite noyer un peu ce que tu fais en fait, parce qu'il y a Pierre, il y a Pierrot le foufou, je sais pas, mais tu vois. Non, mais tu peux vite noyer le message. Pierrot, c'est le jour où je me lance sur Twitch, c'est bon. Avec plaisir. Tu sais que ce qui est marrant, c'est que je voyais ce que tu faisais, et en décembre de cette année, j'avais lancé, je voulais aider les gens à faire des oraux, à se préparer aux oraux, et j'ai lancé un truc sur Twitch qui s'appelait Radioral. Ok, Parce que là, je statais pas tant que ça. Le bon jeu de mots, demeurant. Radioral, je me dis, les gens vont passer d'école. Un peu, on rappelle, mais en prépa, tu passes des oraux régulièrement dans la semaine, et je me dis, tiens, on va entraîner les gens à passer d'école. Ouais. Et finalement, ce qui se passe, et ce qui est normal, c'est que les préparationnaires consomment surtout mon contenu, pas en live, parce qu'ils ont pas le temps. Oui, bien sûr. Donc, j'avais beaucoup de lycéens, beaucoup de gens peut-être de la fac, et ça s'est transformé en concours un peu d'éloquence. Alors que je n'ai aucune légitimité dans l'éloquence. Mais, et donc, on a eu genre 6 participants qui, tout au long d'une soirée, avec des jurés, Simon doit participer à la prochaine édition, j'ai juste traîné, mais du coup, et c'était mon stream le plus suivi du mois. C'est excellent. Donc, il y a vraiment une appétence pour l'éloquence, et je suis très content que ça se développe. Même dans Zen, t'as été un peu cité. Je sais pas si tu parlais de moi, j'imagine, mais... Moi, je mets une petite pièce comme ça, je pense que c'était toi. Je pense. Et d'ailleurs, inspiré des happenings. J'étais très déçu que Hugo Décrypte ne sache absolument pas qui j'étais. Peut-être qu'il consomme pas ce genre de... Hugo Décrypte mal. mais d'ailleurs, en revanche, je suis d'accord qu'il y a une grande demande, mais il y a aussi, paradoxalement, beaucoup de critiques sur l'éloquence. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu y réponds aux critiques, notamment de éloquence égale manque de compétences, ou un peu, évidemment, la critique un peu numéro 1 qui est c'est de la masturbation intellectuelle et calembour sur calembour, en fait ça veut rien dire, ok, c'est satisfaisant. Toi là-dessus, c'est quoi ton... Et il y a même une critique qui je pense est encore plus fréquente, c'est la critique bourgeoise. Oui, en effet, c'est un monde super bourgeois. Et en fait, ces critiques-là, j'ai la chance d'être plutôt épargné. C'est-à-dire qu'elles sont jamais trop dirigées vers moi. C'est plutôt vers tout ce monde-là, mais je suis pas trop la cible de ça, donc j'ai plutôt de la chance par rapport à ça. Et puis surtout, en fait, ces critiques-là, elles sont plutôt justes. Enfin, je vais pas me plaindre d'être critiqué sur des choses qui sont méritées, tu vois. Bourgeois, tu vois, je viens d'un milieu super bourgeois, j'ai fait HEC, tu vois. Donc on me dit que je suis bourgeois, de fait, c'est vrai. Donc ce côté-là, oui. Le côté un peu, masturbation intellectuelle, il est vrai parfois. Dans certains concours, mais justement moi tu vois j'ai créé le mien et les exigences qu'on a sont l'inverse de ça. On a un truc qui est super ouvert, c'est pas que étudiant par exemple, donc là on était en quart de finale, on avait une jeune fille qui avait 16 ans, un monsieur qui en avait 65, tu vois. C'est énorme. Donc ouvert en termes d'âge, ouvert en termes de géographie, on avait des gens qui venaient de Belgique, de Suisse, de France, de partout en France, ouvert aussi en termes d'origine sociale. Alors pas autant qu'on l'aurait voulu, mais vraiment quand même, et c'est important. Donc en fait c'est con, mais t'as des critiques qui sont émises. De fait, ce que j'essaie de faire à titre personnel, c'est de construire quelque chose qui montre que ces critiques-là, certes, sont vraies pour certains concours, mais qu'on peut inventer une forme d'éloquence
qui est pas déconnecté du réel et pas juste des jolis jeux de mots pour faire plaisir, et qui est pas un monde super bourgeois, super élitiste. Et donc, les critiques, elles existent. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On y répond. C'est clair. On y répond. Et est-ce que là, tu continues à partager tes TikTok, tes vidéos, tes poésies? Est-ce que là, maintenant, tu te sens investi d'une mission du style populariser l'éloquence ou au contraire l'ouvrir, l'élargir, ou tu continues à publier pour te faire plaisir et faire plaisir aux gens qui te suivent? Pour faire un max de cash, surtout. Non, pas du tout. Non, moi, je pense que ma plus grande fierté dans tout ça, c'est genre vraiment beaucoup de lycéens qui me disent genre, mec, grâce à toi, j'ai voulu faire un concours d'éloquence, ou grâce à toi, j'ai écrit de la poésie, ou je me suis remis à lire, etc. Et ça vaut tout l'or du monde, vraiment. Et donc, ma mission, c'est ça, c'est faire que de plus en plus de gens se saisissent de ce sujet-là, et notamment les plus jeunes, parce que je pense tout le monde a y gagné, si tu veux, que tout le monde suive des concours d'éloquence, parle mieux, écrive plus, tout simplement. Je pense que tout le monde est gagnant dans ça. Bien sûr. Et là, tu parles des lycéens, mais là, il y a bientôt les oraux des étudiants en classe préparatoire qui vont commencer. Ouais. Est-ce que t'intéressais à l'éloquence au moment où tu passais tes concours, avoir passé des... Mais non, mais pas passé d'euros. Paradoxalement. Oui. Non, mais, bien sûr, j'ai eu la chance. Est-ce que année Covid. Oui, bien sûr, mais c'est marrant. Mais est-ce que le fait de t'intéresser à tout ça faisait que t'excellais en colle au moment où t'étais en prépa ou pas vraiment? Non, parce que le type d'éloquence que j'ai est plutôt une éloquence écrite en fait. Okay. Je pense pas être un excellent orateur par rapport à des gens avec qui je travaille qui je pense sont sur cette partie-là bien meilleurs que moi. Donc c'est plutôt l'écriture qui me sauve. Et donc en colle où t'as une demi-heure pour préparer ton oral en prépa, c'est pas là où t'as le temps d'écrire des jolies choses. Et puis deuxième chose en fait, écrire des jolies choses en prépa, on s'en fout un peu royalement. Faut que ce soit vrai, intelligent, construit. Et donc je pense pas que ça a été un élément qui m'aidait particulièrement à l'époque. Et tu vois, j'ai pas eu d'euros et j'étais pas forcément mécontent de pas en avoir. Ouais. Peut-être aussi parce que j'étais admis de base, donc j'allais pas me plaindre. Oui, c'est ça. Mais peut-être que ça peut t'aider sur l'aspect aisance à l'oral. Ou je ne sais pas. Ouais, mais en fait, je suis quelqu'un de très timide de nature. Alors maintenant, en fait, juste à force de faire plein de trucs, d'éloquence, etc., d'être dans des émissions ou autres, ça m'a enlevé cette timidité-là, en partie en tout cas. Mais en colle, j'étais encore vachement, tu vois, dans mon truc. Recroquevillé. Tu vois, t'oses pas parler fort, t'oses pas t'assumer, t'oses pas être un peu créatif, tenter des choses. Donc non, à l'époque, j'étais pas mauvais à l'oral non plus, hein. Mais je pense pas que je brillais spécialement par des qualités d'aisance ou quoi. Alors que c'est important. Et qu'en fait, dans des oraux de prépa, je pense que deux personnes qui disent mot pour mot la même chose, mais un avec de l'entrain, de la puissance, etc. Mais parfois, t'as une différence de notes qui va de 5, 6, 7 points parfois parce que juste le jury, il capte aussi, tu vois, une énergie et c'est ça qui est important aussi. Bien sûr. Une simple double même. Ouais. Petit jeu. Donc, on va te laisser choisir. Tu vas toucher une carte. Derrière, il y a un jeu. Alors, il y a certains jeux que Fayed assure, Fafa. D'autres dont j'ai la charge. Ok. On va la découvrir ensemble. Je prends une carte au pif et tu la montres à la caméra. Tu la montres à la caméra. Je vais regarder. Hop. C'est un pinceau ou c'est une... C'est un pinceau, ouais. C'est effectivement un pinceau, ouais. Ok, et la caméra est où? Elle est là? La caméra, elle est là. Super. Et donc, c'est donc le jeu de la création de contenu. Oh waouh, j'ai très peur de ce qui va se passer. Le principe est assez simple. On part de ta remarque très justifiée au départ. Créateur de contenu veut un peu tout et rien dire. Ouais. Et en fait, si on remonte l'histoire, en fait, des créateurs de contenu, on en a beaucoup. L'idée, c'est aujourd'hui confronter un peu les anciens et les modernes. C'est-à-dire qu'on va prendre des, entre guillemets, créateurs de contenu, à savoir des auteurs, des artistes de l'histoire, et essayer de se dire ensemble qui ça pourrait être aujourd'hui, ou en tout cas si cette personne était aujourd'hui créateur de contenu au sens où on l'entend, créateur digital en fait, qui ce serait dans l'écosystème donc musical, artistique, YouTube, etc. Ok, marrant. Donc je fais une petite intro pour chaque perso, juste histoire de remettre tout le monde et l'audience y compris dans le contexte. Ouais, on les fait un par un. Ouais. Mais commençons par un qui est vif et acéré, qui est Voltaire, donc siècle des Lumières. Ok. Donc voilà, connu. Je suis dans le même bateau. Je mets un petit contexte pour Fayed qui n'a pas lu un livre depuis le bac. J'ai repris la lecture via la liseuse. C'est énorme. Donc voilà, Voltaire surtout connu pour son humour piquant, pour ses tirades, pour ses engagements, etc. C'est surtout, je pense, à mon avis, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu, mais peut-être que je me trompe, qu'on peut le comparer à certaines personnes aujourd'hui, mais ravi d'avoir votre avis et je vous donnerai à qui je pense quand je pense à Voltaire aujourd'hui. Si Voltaire
Avec TikTok. Si Voltaire avec TikTok. Je dois y aller, c'est ça? Je crois que j'en ai répondu en premier, je pense, donc ouais. Ok. Non, mais comme tu l'as présenté, c'est quelqu'un qui était plutôt acerbe. Je rappelle que c'est une de mes erreurs, c'est de ne pas beaucoup lire. Je suis plongé dans des romans SF, etc. Mais je dirais que ça serait plutôt un chroniqueur, quelqu'un qui écrit des choses sur Radio France, qui essaye de tacler de temps en temps habilement des faits d'actualité ou des personnes qui peut-être prônent des choses qui, selon sa moralité, sont pas justes. Donc je verrais plutôt comme ça. Un chroniqueur chez Léa Salamé, quoi. Ouais. France Inter, un truc un peu similaire, j'allais dire, soit un humoriste, tu vois, avec une plume un peu acerbe. Un Paul de Saint-Cernin, un truc comme ça. Ouais, alors Saint-Cernin, c'est plus de la punchline. Ouais, c'est moins, tu vois, un truc... Voltaire, il y a un côté, je pense, la plume acerbe, critique aussi, tu vois. Oui. Saint-Cernin, c'est beaucoup de l'humour, mais il n'y a pas une critique derrière profonde, forcément. Ouais, un mec chez France Inter, tu vois, un Guillaume Meurice, pourquoi pas, ou même plutôt un Gaspard Proust chez Europe 1, je pense. Carrément. Ouais. Ou même, alors dans un autre délire, parce que Gaspard Proust, pour le coup, lui, c'est très effectivement acerbe, mais Voltaire, il y avait quand même un petit côté aussi, peut-être plus Paul Mirabel. Après, il faisait moins la Paul victime. Mirabel est moins engagé. Ils ont les mêmes cheveux quasiment. Je suis d'accord, il y a un petit côté ressemblance physique. Donc, ok, donc Voltaire, en gros, des chroniqueurs. Allez, on met les extraits sur TikTok. Et ça se passe très bien. Victor Hugo. Donc, géant de la littérature. Phrase facile. Je suis amateur. Je crois que toi aussi. Je suis amateur de rap. Ouais, plutôt, ouais. Et Orelsan disait, je suis le seul écrivain potable depuis Victor Hugo. Donc, je vais lui donner la plume de Victor Hugo. Ok. Mais pour le coup, en plus, ce que je trouve, enfin, je suis très d'accord avec la comparaison avec Orelsan, d'autant que Orelsan construit, je trouve, à travers la succession de ses albums, un peu un univers et à une utilisation des images dans ses textes qu'a aussi énormément Victor Hugo dans La Puissance. C'est-à-dire que Orelsan, il peut te faire voyager vraiment à Caen en 2 phrases et te faire sentir un univers paysan, et Victor Hugo il a un peu ça, je trouve, là-dedans. Et dans sa punchline est très vraie, genre quand dans Jimmy Punchline, c'est ça, non, il dit ouais, c'est ça, je suis déjà écrivain potable depuis Victor Hugo. Je crois que c'est de là, okay. J'adore Orelsan. Puis même perdu d'avance, c'est vraiment mon guilty pleasure, je me tue à Orelsan. On le sent. Non, je suis d'accord, en plus tu vois, dans les thématiques, Orelsan, dans plutôt ses premiers albums, t'as un enjeu social de je viens de Caen, c'est petite ville de province, tu vois, etc. Et donc t'as un enjeu de classe sociale, si tu veux, dans l'album, qui est un peu, bon, si je compare ça aux Misérables, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a une idée quand même. Et il y a un enjeu sur la critique de la liberté d'expression, enfin Suicide social par exemple, qui a été super critiqué, ou d'autres albums que je citerai pas parce que ma maman elle va écouter ce podcast. Versus Victor Hugo, tu vois, sur justement l'Empire, etc., la liberté d'expression dans l'Empire. Juste, t'as quand même des enjeux intéressants dans la comparaison aussi. Est-ce que c'est de l'éloquence? De quoi? Le rap? Le rap. Peut-être que tu peux même le classifier. Ouais, non, en effet. Pour moi, ça dépend. T'as l'éloquence et t'as les arts de la parole, au sens large. Mais globalement, une parole éloquente, c'est une parole qui transmet soit un message, soit une émotion. Et mais quand t'écoutes Orelsan, t'as de l'émotion et je pense aussi des messages. Okay. Complètement. Et d'ailleurs, dans le prix Cyrano qu'on organise, on a des gens qui viennent lâcher des slams aussi, tu vois. Parce que tu peux avoir une parole éloquente sous plein de formes différentes. Et donc, on accepte ça et on trouve que c'est rendre justice aussi à l'éloquence que de se dire, on peut être éloquent de plein de manières différentes. Et le rap en fait partie. Et est-ce que on peut être éloquent de plein de manières différentes pour une seule personne? Ou est-ce que les gens ont quand même tendance à, in fine, n'assumer ou n'assurer en tout cas qu'une seule forme d'éloquence? En tout cas, par exemple, dans le prix Cyrano, est-ce que successivement, en fonction des tours, celui qui va slammer en 8e de finale, en fait, il va slammer en quart, il va slammer en demi? Non, justement, ça on est content. Et il y a un mot très important en éloquence, c'est ce qu'on appelle la complétude. Ça vient de Quintilien, et c'est de dire, en fait, une parole éloquente, c'est une parole qui arrive à toucher des registres très différents. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans l'éloquence, c'est le contexte. En fait, une parole, elle est juste dans un contexte particulier. Un truc style stand-up, à un enterrement, ça marche pas trop. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de saisir un peu l'atmosphère, l'ambiance d'une salle. Et donc, pour ça, justement, pour avoir cette complétude-là, forcément, il faut savoir varier les registres. Et donc, nous, on a des candidats qui font un slam en 8e, qui en quart font un discours super politique, qui aux sélections avait fait un truc super poétique, lyrique, et vraiment, ou super drôle. Et justement, une personne éloquente, c'est quelqu'un qui arrive à toucher à des registres différents. Pourquoi? Parce que plaire à un jury dans un concours d'éloquence, ou plaire simplement à des gens qui t'écoutent dans un panel, dans une conférence ou autre, t'es face à des gens très différents.
Donc forcément, si tu touches à des registres différents, t'es sûr que chacun aura un peu son moment, 5 minutes, où il se dit, ouais, là, il me parle vraiment, là, cette partie-là m'a touché, et peut-être que les autres seront pas aussi puissantes. Mais voilà, quand tu varies les registres, t'as quasiment la garantie de toucher chacun à un moment donné dans ton discours. Ok, intéressant. Ouais. Pour le coup, ouais. Mais pour le coup, c'est dur, en revanche. C'est très dur, parce qu'on a cette zone de confort, en fait. Ouais. Et donc, ce qu'on invite souvent les candidats à faire, c'est d'avoir ce qu'on appelle une signature oratoire. C'est-à-dire un truc qui te définit quand même, dans ton intonation, dans ton style, etc. Mais, en dépit de cette signature-là, te dire, OK, j'ai des moments où je sors de ma zone de confort et je vais toucher d'autres registres. Et toi, ce serait quoi ta compétence signature? Je pense que c'est un truc très poétique. Et moi, ce que j'essaye de viser, ce que j'arrive toujours non, c'est du jeu de mots, mais qui est pas là pour être drôle. En fait, c'est même plus que le jeu de mots, c'est le trait d'esprit, si tu veux. Où tu te dis, ah ok, il y a un jeu de mots, mais derrière la blague ou derrière le voilà, il y a un vrai truc intelligent qui fait réfléchir. C'est ça ma signature. Mais tu vois, j'essaie de faire des choses avec plus ou moins de succès d'ailleurs maintenant, dans des trucs plus théâtraux, dans des trucs plus drôles aussi parfois. C'est pas du tout ma zone de confort, mais si je veux progresser encore, c'est je pense vers là qu'il faut que j'aille aussi, pour accepter des formes différentes aussi d'éloquence. Complètement. Et le cercle des orateurs disparus là-dessus était vachement bien. Bien sûr. Le cercle des orateurs disparus, pour mettre du contexte, c'est en gros une troupe d'éloquence à laquelle j'appartiens et qui met sur une même scène, dans un format qui mélange à la fois le théâtre, le concours d'éloquence et l'impro, des gens qui vont être soit des humoristes, soit des chanteurs-rappeurs. Quand t'es venu, je crois, nous voir la dernière fois, il y avait Général Perry. C'était génial. Qui font de la comédie musicale improvisée. Et t'as des avocats parfois, t'as des gens qui font des concours d'éloquence. Et tu vois là toute la variété, toute la diversité qu'on trouve dans le monde de l'éloquence, c'est ça qui est trop bien. Donc tu vois, en gros, il y en a un qui parle, et après les autres, évidemment, font, donc là c'est un peu les standards de l'éloquence, mais tu vois, des réponses, surtout des attaques sous forme de blagues, ce qu'on appelle le roast. Et Général Perry, c'était impressionnant. Elle a tout un personnage qu'elle met en scène, et elle demande au public un style de musique. Ok. Et genre, il y a quelqu'un qui lui dit, et ensuite elle fait sa réponse, elle est selon ce accompagnée. style. Selon le style. Donc si quelqu'un lui dit rap, du jazz elle fait un rap et tout, c'était génial. Un coup de techniquement, j'étais bluffé. Enfin, Ok, ouais. putain, génial. Continuons. Socrate, messieurs. Oh wow. Cyrus North. Ok. Ah ouais. Si on cherche un créateur de contenu philo. Ok. Effectivement, complètement. Ok. Moi, j'aurais plus vu quelqu'un dans l'interaction que. Mais maïotique un peu, sur la maïotique. Même un côté vraiment dans la rue. Enfin. Genre Hakim Gemili sur les entêtés quand il y a. Voilà, ça n'a peut-être aucun rapport avec Socrate ou avec la philo, mais un côté Loris, où je t'interview, tu vois. Sortir quelque chose des gens. Je sors quelque chose des gens. En l'occurrence, Loris, il arrive à sortir des trucs de fou, et Socrate dans un style différent, il y a Roman Frécinet que j'aime bien dans ce style-là. Oui, il est très fort. Parce que il a un truc, Roman Frécinet, très fort, il l'avait dit dans une conférence d'ailleurs, il fait parfois un peu semblant d'être con pour faire passer des idées, si tu veux. Ouais, bah et la maïotique, il y a un peu de ça, il y a un peu de je pose des questions, tu vois, qui me paraissent évidentes, je pensais pas dire pour en tirer des enseignements profonds. Et non, mais Frécinet, il est vraiment très très intelligent, parce que il a un personnage qui est super fort pour faire passer des émotions et des messages. Et il y a un peu ce côté maïotique presque dans Roman Frécinet, c'est surprenant de dire ça, c'est très étonnant, mais j'y crois vraiment. Oui. Mais le côté candide de poser certaines questions, bien sûr, te confronte à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé initialement, ou dans une discussion plus classique. Exactement. Le personnage du con, en vrai, fait accoucher les gens. J'allais dire Cyril Hanouna. Mais... On fait une dernière. Une petite dernière, ouais. Simone de Beauvoir. Oh wow, plus dur. Donc Fayette, je t'explique quand même qui c'est. Ouais. donc pour le public. Philosophe littéraire et surtout engagement féministe. Donc, s'il fallait choisir qu'un seul créateur de contenu, j'en choisirais une femme, et donc, évidemment, on va mettre un minimum de parité dans cette liste. Cette liste mais il y en avait plus. Et comme il y a beaucoup de parité là sur la table. C'est ça. Entre nous. C'est ça. Ça va venir. Arrêtez, n'attrapez pas notre colle, ça va venir. Non, il y a beaucoup de créatrices de contenu féministes pour le coup. Mais l'angle littéraire, je sais pas tout à fait chez qui j'imagine une résonance aujourd'hui. Après, ça peut être une comparaison au niveau même de son combat, de sa vie, de ses engagements. Ouais. C'est pas obligé de sortir avec Sartre pour... Il Non. y a même des créatrices à leur échelle, typiquement des Léna Situation qui ont démarré d'en bas, qui ont spammé les vidéos, qui ont fait tous les vlogs d'où, toutes ces choses-là, et qui, en parallèle, mènent des engagements, ça peut correspondre. Ouais.
Mais Léna Situation, d'ailleurs, j'ai écouté un podcast d'elle. Canapé 6 places, c'est ça? Ouais, Canapé 6 places que je connaissais pas. Je suis tombé dessus par, alors c'est étonnant à dire, mais l'algo Spotify. Normalement, c'est pas trop, marche pas trop comme ça. Je pourrais pas imaginer écouter ce genre de choses, mais. Et ouais, donc, il fait bien son taf, et donc, figurez-vous qu'elle interviewait Xavier Niel. Oui. Ok. Et j'étais vraiment impressionné de l'interview parce que c'est quand même, enfin, je suis un grand consommateur de podcasts en tout genre. Ouais. C'est assez rare, je trouve, d'avoir des intervieweurs de qualité. Et c'est je sais marrant, de quoi on parle parce que c'est du travail. C'est marrant sous le mélange des genres. Tu te dirais pas, Oui. tu mets Xavier Niel et Léna Situation ensemble. Mais les je deux, veux pas en que ce fait, soit très bon. énorme alchimie, je trouve, et surtout que, en fait, on a vraiment l'impression d'avoir une discussion où, à la fin, les deux ont progressé. Ouais, bien Et sûr. où c'est pas juste, bon, allez, racontez-moi le Minitel Rose, etc. Comme, en fait, il y a déjà 15 000 vidéos de Xavier Bien sûr, Niel d'interview. Ouais. Et j'ai trouvé, je me suis dit, waouh, je suis impressionné, et j'avais pas du tout cette image de Léna Situation que je suis pas du tout par ailleurs. J'étais hyper agréablement surpris. Mais ça, c'est assez récent? Ouais. Ouais, ça devait être récent. Parce que j'ai l'impression qu'il est en campagne. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur YouTube aussi avec Hardisk, qui est quelqu'un qui interviewe et qui fait des histoires initialement sur la tech, mais du coup, il a fait une interview qui était hyper intéressante où il explique tout son cheminement, toutes les étapes par lesquelles il est passé. C'est assez intéressant. Donc, je sais pas, peut-être qu'il... En tournée médiatique en ce moment. Oui, peut-être. je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous l'aurez vu ici. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Tu veux... Vas-y, on va J'ai une finir ce question. jeu. Dis-moi tout. Donc, tu nous as expliqué un peu à quel point le monde de l'éloquence était vaste, à quel point chaque personne avait sa signature, ses appétences aussi. C'est quoi faire du Pierre Faury? Est-ce que t'as des enfants un peu dans le milieu de l'éloquence sur... Au sens figuré, des enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'au sens propre, j'en ai pas. Au sens figuré, ouais, il y a. Mais c'est pas des enfants de moi, en fait. C'est juste que, inconsciemment, je pense, tu reproduis aussi ce que t'as entendu, ce que t'as vu. Et comme j'étais, comme on disait, un des premiers qui faisait ça, pendant quelques mois, les gens ont été spammés de contenu, Bien sûr. avec ce format-là, un peu, la voix un peu douce, les jeux de mots un peu poétiques, etc. Et donc, je le vois beaucoup. Et c'est un truc que je critique énormément. Parce qu'en fait, les gens qui font ça sont nuls, pas parce qu'ils sont moins bons que moi ou quoi, mais parce qu'en fait, ils cherchent à copier un style qui est pas le leur. Et on disait, premier mot, c'est complétude. Un autre mot qui est important, c'est authenticité, en fait. C'est est-ce que j'arrive à être moi-même quand je parle? Et en fait, t'as plein de gens qui, parce qu'ils ont vu ça beaucoup, se disent, il faut absolument que je reproduise ça. Et c'est une très mauvaise chose, parce que t'as des gens qui sont, par exemple, de super stand-uppers, etc., ou qui ont une plume vachement critique, acerbe, méchante, tu vois, mais drôle, et qui vont aller faire de la poésie et des jeux de mots pourris, alors que c'est pas eux, tu vois. Et donc, c'est pas grave de se dire, j'ai jamais vu ce que je fais aujourd'hui sur scène, bah vas-y, va inventer un nouveau style aussi. Et c'est trop dommage de voir des gens qui copient. Et en fait, c'est par vague. T'avais eu une vague, après, à voix haute, qui était le documentaire sur Eloquentia notamment, avec Bertrand Perrier en effet, où Eddie, qui est je crois le gagnant, en tout cas le personnage un peu principal du documentaire, avait un style qui s'est fait copier beaucoup. T'as eu le style Sciences Po un peu années 2016-2017, du jeu de mots politique beaucoup. Et maintenant ce style-là un peu poétique, lyrique qui marche mieux, parce que juste c'est des tendances qu'on a vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube à l'époque, sur Instagram maintenant. Mais enfin, je pense qu'une parole éloquente, c'est une parole qui va inventer une nouvelle tendance. Et donc moi j'ai hâte d'une chose, c'est que des gens viennent inventer un style tellement différent que demain le style que tout le monde fera, ça sera un truc super nouveau. Merci pour la réponse et ça tombe bien. Ça reboucle un peu avec ce que tu disais sur le podcast Oreille Eloquence. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que Juliette, qui t'a interviewé, était dans ma classe en terminale. Ah excellent. C'est assez marrant. Ouais, c'est ça. Bonjour à Juliette. On lui va sur bonjour. Excellent. Et donc, tu disais que tu étais tiraillé entre saluer le fait que on s'inspire de toi et ce manque d'authenticité. Ouais. Donc aujourd'hui, en exclusivité dans Première Classe, on a pris l'une des personnes qui s'inspirait de toi sur les réseaux. On va te montrer, tu pourras lui dire qu'elle est nulle de face. Je pense qu'elle se vexera pas, il n'y a pas de problème. J'ai très peur de ce qui arrive là. Oui, on aurait pu faire sur la télé, mais on préfère faire ça à la main. Ah ok. Hop, on l'a déjà vu. Vous deviez rester près de moi, à tout jamais, jusqu'au jour où vous m'avez quitté. 1 par 1 ou 10 par 10, je vous ai ramassé, un peu trop souvent. Ma fierté, je l'ai ravalée, amèrement, et ce poème, je le dédie à mère mort. La calvie ici, mon âme en deux, mon cœur se fend. Voir son crâne blanchir, c'est difficile pour la tête blonde que j'étais enfant. La seule douleur pour laquelle rien ne sert de laisser le temps au temps. Mes tempes prennent du recul et me poussent vers Istanbul ou Ankara. Cette fois-ci, pas de solution miracle, juste un médecin, 6 infirmières, un kebab, une scène macabre. Mais si je doute alors, dois-je encore douter ? Ou devrais-je plutôt décider de me contenter de ce qu'il me reste ? 1 millier de cheveux, 5 ou 6 dégradés. Tu dois en avoir marre de te répéter, Pierre, mais faut rire ou en pleurer ?
Excellent. Et je dois commenter ça, j'imagine. Ouais, tu peux commenter. D'accord. En vrai, c'est bien écrit. Hein. Il y a du jeu de mots, il y a du travail. C'est presque au niveau de Caillou. Super chanson. Non mais d'accord. Je vois qu'il y a une thématique qui revient chez toi. C'est ça. Écoute, t'avais dit qu'il fallait puiser dans. Non mais c'est vrai, il faut puiser dans l'expérience personnelle. C'est très important. C'est très important. Et je me suis prêté au jeu. Déjà la dernière fois après Jocaris, je suis allé trader des produits exotiques le soir même. Donc c'est un peu. Non mais et du coup je suis un peu prêté au jeu. On parlait tout à l'heure de cette première pression d'appuyer sur le bouton publier. Ouais. En faisant ça, j'étais vraiment perdu de ce truc de. Waouh, je fais un truc que j'ai jamais fait. C'est très personnel. Bon, là, ça va. J'ai sous couvert de la comédie et le côté marrant, on s'en sort. Mais je veux dire, c'est hyper personnel. C'est dur, hein, bien sûr. Là, j'ai pas mis du moi tant que ça, mais je sens ce truc de tu donnes de toi dans chaque reel. Donc c'est assez pesant et c'était une belle expérience de se mettre dans ce truc-là et d'essayer de faire quelque chose. Ouais, mais justement, le concours d'éloquence, c'est un moyen que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a quand même toujours une part d'humour. C'est un enjeu de divertissement. Donc en fait, même t'as de la poésie à la fin, mais en général, tu commences par de l'humour, etc. Qui est une bonne manière, en fait, une manière en tout cas, de aussi mettre les choses à distance. Et ça qui est super dans l'écriture ou dans le concours d'éloquence, c'est qu'en fait, tu dis les choses, mais sans avoir à en prendre plein la face, parce que l'écriture permet aussi de se cacher un peu derrière. Donc c'est une bonne chose parce qu'en fait, tu dis les choses sans avoir à les subir, et c'est une mauvaise chose en même temps, parce que de fait, tu te caches derrière les mots. Et je sais pas si dans Caillou ou dans ce poème-là, t'as un côté, tu vois, mais t'as des choses qui sont pas faciles à accepter. Et du coup, l'art est une manière à la fois de les dire, mais en même temps de se cacher derrière. Si tu veux. Bien sûr. De les dire sans les vivre. T'as ce côté où, par exemple, dont témoignent vraiment plusieurs artistes, des choses que tu dis pas à tes proches, tu les écris. Ouais. Des choses assez intimes, d'amour, etc. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que t'es connu, et en même temps, tu le dis pas j'en sais rien, à tes parents, à tes amis, à tes amours. Et c'est des choses que tu vas pas forcément dire frontalement dans la vie. Ouais. Et pour autant, tu l'écris, tu le ressens. Complètement. Mais en fait, le format crée un contexte. T'as des choses qui sont t'as pas de contexte pour les dire dans la vraie vie, ou c'est bizarre si tu les dis, ou t'as un truc un peu gênant, tu vois, des discussions très sérieuses, des complexes à avouer, etc. C'est parfois difficile. Et l'art crée un contexte d'expression où c'est pas mal vu de dire ces choses-là, où c'est pas bizarre, où c'est pas gênant, tu vois. Et donc complètement, j'y adhère, j'y souscris à 100% ce truc-là. Je crois que c'est justement Orelsan où on écrit justement ce que je dis dans mes textes, ce que j'ai jamais dit à mes parents, un truc comme ça, tu vois. Et j'y crois 100%, parce que c'est une bonne manière d'extérioriser dans un contexte qui permet de le faire. Et il y a encore une distinction de cas à faire, je pense, mais ce que tu fais en poésie, c'est encore moins caché. Enfin, je prends l'exemple des youtubeurs rappeurs, par exemple. Ouais. Il y a ce truc-là de je veux faire de la musique, mais si je fais des blagues en même temps, ça passera mieux auprès de mon public. Ouais. C'est un peu une façon de mettre un pied dedans sans trop rentrer. Et quand tu fais de la poésie sérieuse, il y a toujours de l'humour, mais quand tu partages des émotions ou des faits marquants, tu perds aussi ce truc de c'est pour rire, les gars, c'est pour rire, et tu peux pas au moins te dédouaner et reculer ensuite. Il y a ce truc-là. Mais t'as une autre excuse qui est c'est pour le contenu. Oui. Tu vois, c'est bien sûr. Un truc du Palmacho, il dit c'est pour un sketch. Tu oui, vois, bien sûr. Ce truc-là. Oui. Ou c'est pour le travail. À l'époque, il y avait ce. Moi, c'est marrant. Peut-être je crois qu'on est en train de parler, mais j'ai eu des gens qui m'ont appelé parfois, genre des ex notamment, genre mais ça parle de moi ce truc-là. Et je te dis, non, désolé. C'est énorme. Du coup, en effet, c'est une bonne manière de dire les choses, la poésie, l'art de manière générale. Parfois aussi, on crée et c'est pas directement lié à un événement ou que ça. Enfin, tu vois. Donc c'est marrant aussi de se dire que parfois les gens prennent pour eux des choses qui les concernent pas. Et est-ce que non, c'était une autre. Non, même pas. Parfois ça c'est décorrélé de tout. Ça vient de sentiments que t'as ressentis, mais pas forcément pour une personne ou tu vois à tel moment. Et quels sont les DM ou les messages ou les requêtes les plus insolites que t'aies pu recevoir? Les plus insolites. Récemment, j'ai eu un truc marrant. Okay. C'est une meuf qui m'a écrit, qui m'a dit ma mère adore les asperges. Est-ce que je peux avoir un poème sur les asperges? Et ça, tu y réponds? Et non, en fait, je réponds à 100% des DM, vraiment 100%, sauf ceux qui me demandent du travail. Ah oui, d'écrire. Ouais. Si les gens me disent un compliment, ou me posent une question, tu vois, à laquelle je peux répondre facilement, je fais avec plaisir. Quand on me demande d'écrire un truc, un discours, un texte, etc., bah, je vais pas donner du temps aussi. D'autres choses à écrire aussi. Sauf si on me paye très très cher là. Donc, il y a son mail dans la description. Les asperges, c'est pas mal. Les asperges, c'est pas mal. Et j'ai eu des asperges, ouais. Okay. J'ai eu des demandes un peu bizarres, amoureuses, sexuelles, un peu cheloues. Ça, je réponds pas trop. Il y a Simon qui m'avait dit qu'il y avait aussi une anecdote des histoires de personnes qui se gravent de manière indélébile certaines choses. Ah ouais, j'ai eu un tatouage, mais pour le coup, c'est une très bonne. Enfin, maintenant, c'est devenu une très bonne pote. Ah. C'est vrai que tu connaissais pas avant? Non, en gros, c'est un jour, mais il y a très longtemps, c'était après HEC, donc 2021. Ok. Je me fais taguer dans une story et je vais voir la story et c'est une phrase d'un de mes discours
qui est pas d'ailleurs particulièrement signé Pierre Faury, c'est qu'importe la fin, mais qui est vraiment genre la phrase qui revient à fond dans le discours. Si tu vois. Et la fille, je la connaissais pas, tu vois. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais en couple. Et donc, j'avais pas forcément voulu interagir, répondre et tout. Donc, je crois que je me demande si j'avais pas bloqué la personne. En tout cas, j'avais pas répondu, tu vois. Pierre est loyal. Très important. Et la relation, un an et demi plus tard, c'est fini. Et 3-4 mois plus tard, je repense à cette histoire-là en parlant avec un pote, justement. Il me dit, tiens, il faut que j'aille quand même lui répondre un jour à cette fille. Et donc, je lui ai écrit, je dis, trop marrant, nanana. On discute un peu. Elle habitait à Lyon. Un jour, je passais à Lyon, on a pris un verre ensemble. Et en 2023, j'étais à Aix pour la finale nationale d'éloquence. Et elle est venue me voir et tout. Et le discours parlait beaucoup d'un bateau tout du long. Et je lui ai dit, fais-toi tatouer un bateau. Elle a jamais fait. Donc, je suis déçu. Mais ouais, il y a un tatouage qui indirectement, parce que c'est pas pour moi, mais c'est plus pour le texte qui a évoqué quelque chose, j'imagine pour elle. Oui. Pour le coup, c'est fou, ouais. Petit jeu ou tu préfères continuer? Petit jeu, vas-y. Je suis totalement mauvais parce que ça, c'était. Ah oui, c'était le Joker TikTok. Ah oui, d'accord. Okay. C'était le petit happening. Ok, nickel. Vas-y. On te laisse. Allez, la coupe, là. La coupe, c'est surcoté, sous-coté. Et c'est je suis le host. Allez. Donc, tu connais le concept, on n'a rien inventé là-dessus. C'est l'idée, c'est je te donne un élément à chaque fois. Okay. Et tu nous dis c'est surcoté, sous-coté. T'as le droit de développer ou de pas développer. Okay. Tu fais comme moi, je tu le sens. Et toi aussi tu réponds. Ouais. Donc vous répondez collectivement. Allez. C'est une discussion, c'est pas une interview. Les rimes. Surcoté. Surcoté. Je pense que la poésie se limite pas du tout aux rimes. Vraiment, elle est libre, ni aux rimes, ni au format d'alexandrin, ni quoi que ce soit. Donc vraiment surcoté. Ouais. Et toi, Simon, grand poète? C'est la même chose. Comme lui. Il est 100% d'accord. Rien à ajouter. 100% d'accord. Ouais, pour le coup, j'ai vraiment pas de meilleure manière de le dire, donc je vais dire juste que je suis d'accord. Ça me va. Alors, la musique sur les reels d'éloquence. Ah, waouh. Non, mais, alors pour le coup, là j'ai expérimenté à mon humble manière, mais j'ai expérimenté et ça change tout. Ça change tout. Ouais. Donc je pense que c'est sous-côté. Mince, je vais donner la réponse. En effet, non, mais je suis d'accord, c'est sous-côté. Mais c'est marrant parce que au-delà des reels de poésie, maintenant on le voit vachement apparaître sur les reels de politique. Et vraiment tout bord, ça va de Bardella à Louis Boyard. T'as vraiment dans le reel politique, dans la vidéo politique, on surajoute une musique un peu épique, un peu triste dans le discours. Et ça pour le coup c'est bien plus dangereux. Parce que pour la poésie c'est de l'art pour l'art, donc en fait ça émeut. On s'en fout, ça émeut, tant mieux, ça ajoute à l'art. Dans la politique, t'as un danger parce que tu crées de l'émotion un peu factice, qui est pas une émotion corrélée vraiment au fond du discours, mais qui est une émotion tirée par l'art, si tu veux. Et là, il y a un enjeu toujours cette question-là de est-ce que la manipulation, l'éloquence verse pas parfois dans la manipulation. Et la limite est parfois, je crois, assez fine. Bah surtout que, ça rejoint un peu le côté paradoxal de poésie versus format court, format TikTok, etc. Puisque tu dois quand même, somme toute, alors je sais que t'as pas commencé par ça, mais jouer à un moment le jeu des algorithmes, et donc aller chercher à sécréter de la dopamine et donc mettre un shot de sens au départ, donc où il va y avoir du texte, de la musique, des images et capter l'attention de la personne. Et effectivement, tu l'as sur la poésie, moi je l'ai moins vu sur la politique, tu l'as sur les discours entrepreneurs, motivation, bien sûr, truc. Et pour le coup, maintenant j'ai l'impression que alors, il y a des styles différents de musique et des utilisations différentes. Parfois, c'est hyper, soit un mal alpha, c'est le truc, la musique Tchad. Ils font ça avec ton. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que maintenant que t'as besoin d'avoir de la musique et que une vidéo sans musique, c'est bizarre, à la limite. Bah, pour avoir fait du montage, déjà. Moi, je dirais. Oui, tu dirais pareil. Je dirais surcoté, moi. Ah, surcoté? Bah, en fait, revenons aussi parfois, en fait, c'est paradoxal parce qu'il faut se libérer de l'algo, mais hors contexte, je trouve que je préfère largement me faire embarquer 10 minutes sur le discours de Pierre sans musique que avoir une espèce de bouffée artificielle, pas artificielle, mais qui retombe en fait assez vite aussi, versus un format court avec de la musique. Mais je rejoins ça. Dans le prix Cyrano, justement, on avait là en quart de finale, c'était ce dimanche, une épreuve en musique où les candidats, on leur avait imposé une musique et pas un sujet mais un thème. Et on a vu des trucs super grâce à la musique aussi. Mais avec le recul, on s'est pas dit tiens, la musique rend le truc 1000 fois meilleur qu'un discours simple et pur. Parce que parfois il y a une forme de pureté aussi dans ça, on revient toujours à la même chose, c'est la simplicité et l'authenticité en fait.
quand tu rajoutes de la musique, du sous-titrage, etc., tu perds aussi le côté, la parole et sa pureté, si tu veux. Oui. Et donc là, on a vu vraiment des super trucs en musique, et je pense qu'on gardera l'épreuve si on a d'autres éditions. Mais on s'est pas dit, tiens, c'est vraiment 1000 fois meilleur qu'un discours classique sans rien derrière, sans fond sonore, parce qu'il y a des choses différentes à creuser dans les deux univers, je trouve. C'est hyper intéressant. J'avais pas vu. Moi, en fait, je voyais ça à travers le prisme de la création digitale, où je me disais, une vidéo neutre sans habillage, elle est pas sublimée. J'ai ce truc-là tu peux toujours faire plus. Mais comme tu le disais, ça a ses dangers selon l'utilisation. Sur un discours politique, oui, tu mets un truc militaire, ça va pousser les gens à s'engager, quoi, alors que sur de l'art, c'est du bonus, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. En fait, pour moi, c'est le bon côté ou le mauvais côté de influence. C'est-à-dire que tu influences tes gens à faire quoi. Et pour moi, l'influence, elle va se jouer entre autres sur les réseaux, combien de sens tu vas activer chez quelqu'un. Et donc, Louis en étant un, mais la musique rajoutant à ça, tu vois. Mais par exemple, typiquement, et d'ailleurs, pour le coup, ce serait hyper intéressant de te voir faire cet exercice, mais un format long. Les devoirs. Réponds pas. T'as dit que tu aurais DM de devoirs, tu répondais pas. Un format long. Réponds pas aux DM de devoirs. Un format long, avec un seul sens, typiquement le podcast audio. En fait, pour le coup, il est long, donc il est plus dilué, et donc tu vas avoir potentiellement une influence qui sera plus grande, alors même que tu as un seul sens qui est activé, là où sur un short, tu as tous les sens qui sont activés d'un coup. Mais t'en retiens rien. Mais t'en retiens pas rien, grand-chose. Carrément. Et donc, comment est-ce que tu as une influence sur les gens, bonne, mauvaise, etc. Et moi, je crois beaucoup au format audio long, où en fait, tu passes du temps avec quelqu'un sur la durée, quoi. Et d'ailleurs sans artifice, et c'est potentiellement juste avec ta voix, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire là, tu vois, c'est qu'il n'y a pas de cut, c'est pas une vidéo montée, on fait pas un vlog, etc. Mais tu vois, il y a deux formats en fait aujourd'hui qui marchent très bien. Le format intermédiaire de 15-20 minutes, il a disparu quasiment. T'as le format court Instagram, TikTok du minute 30 qui est un format d'émotion, de divertissement, donc t'apprends rien. Et t'as maintenant le format long qui revient vachement en force, qui est le truc d'1 heure, 1h30, 2 heures, etc., en podcast ou en vidéo YouTube, où pour le coup t'as moins de divertissement, mais tu prends des shots pour le coup d'explication, de compréhension du monde, etc. Tu vois. Donc t'as vraiment deux enjeux. T'as l'enjeu de divertissement et t'as l'enjeu de compréhension du monde. Et je pense que chacun trouve un peu son format en fait dans leur composition actuelle des plateformes. Intéressant. J'ai oublié qu'on était sur surcoté, sous-côté. Mon jeu. C'est vrai, pardon. Le niveau de langue dans un discours, donc familier, soutenu. Est-ce que tu trouves que ça change la phase du discours ? Est-ce qu'on peut éprouver moins d'émotions quand c'est trop soutenu ou trop familier ? Du coup, le niveau de langue en lui-même, il est ni sous-côté ni sur-côté. Je pense qu'un niveau de langue trop soutenu est sur-côté. Ok. Parce qu'il faut savoir revenir à une forme de simplicité aussi. Et parfois, on est tellement dans la recherche de la jolie rime, du joli jeu de mots, etc., du mot un peu désuet qu'on utilise alambiqué. Pour faire joli, alambiqué, exactement. Moi, quand j'étais en terminale, j'avais trouvé un dictionnaire des mots inusités. Et j'ai mis dans des copies de philo à caler des mots. Génial. Et mon prof me défonçait à chaque fois. Mais, tu humiliais le correct. Non, mais pour faire croire que j'étais intelligent. Mais en fait, mon prof me défonçait et il avait raison. Parce qu'en fait, déjà, tu crées un truc, ce qu'on appelle en éloquence, un ethos, une image que tu renvoies qui est très désagréable. C'est qui est ce petit péteux qui s'amuse à mettre en figurique dans son discours, tu vois, ou dans sa copie de philo. Et donc, en fait, surtout, tu perds le message. Parce qu'à la fin, ok, c'est beau, mais ça veut dire quoi? Et donc nous, on insiste vachement dans la formation qu'on fait pour tous les candidats de Cyrano et plus largement dans celle que je dispense. C'est ok, travailler le texte pour que ce soit joli, évidemment. Mais si à la fin c'est tellement travaillé qu'on perd le message, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'un texte, il a quand même avant tout pour ambition de défendre quelque chose, pas forcément une position politique ou quoi, un truc engagé, non, mais juste de dire quelque chose. Et donc la complexité du langage parfois empêche ça. Après, sur le côté vulgaire, etc., il n'y a pas besoin de vulgarité pour autant. Mais c'est juste qu'il n'y a pas besoin d'avoir un langage bourgeois, super soutenu. Et tu vois là, quand on discute, on a un langage qui n'est pas familier, je pense non plus, mais qui est très neutre. Et c'est comme ça une discussion naturelle, elle se tient comme ça, elle n'est pas avec des grands mots et des grands chevaux, quoi. Toi, Simon ? Moi, j'ai oublié la question après sa réponse. Pardon. Tu vois, mais typiquement, tu vois, je parle de trucs de manière trop compliqués, et donc le message simple, on l'a perdu, tu vois. Le message, c'est le niveau de langue. Le fond, il ne faut pas que la forme l'emporte sur le fond. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais j'apporterai cependant une nuance. Je fais moins passer cette année d'entretien pour Wade, donc de recrutement d'étudiants de terminale pour la classe préparatoire ou pour l'école qu'on a. C'est pas moi qui m'en occupe cette année, mais j'en ai fait passer et parfois il m'arrive d'en faire. Et parfois, il y a des candidats qu'on sent sérieux, motivés, etc., mais qui pour autant, alors ça peut être le stress, ça peut être plein de choses, ça peut être le fait de parler de soi aussi, ce qui est aussi un autre exercice et qui rajoute une difficulté, mais parfois, non pas le niveau de langue, mais le vocabulaire
faible employé en termes de palette de nuances transmises, est vraiment dommage. Donc, il y a un côté... je comprends très bien le retour à quelque chose de brut, mais pour autant, quand c'est juste un appauvrissement de l'idée, c'est dommage. Non, mais en fait, on y revient, hein, c'est une question de contexte. Je parle, tu vois, un concours d'éloquence, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. En effet, quand c'est juste vulgaire, c'est une mauvaise chose. Hein. Mais simple, oui. Alors qu'en effet, dans un entretien d'embauche, un truc pour une école, etc., bah oui, tu passes un entretien pour une école de commerce ou le grand oral du bac, par exemple. Bah non, sois pas vulgaire et accepte aussi l'écriture et un truc un peu plus complexe. On revient toujours à la même question qui est celle du contexte. Et essayer, enfin là ça marche pour tous les étudiants qui passent des oraux, mais essayez de muscler votre jeu parce que sympa, oui, bien, mal, genre, faut éviter toutes du coup. Oui, du coup. Après, au final, c'est assez enfin voilà, je dis fin. Non mais pareil, j'en ai plein aussi d'éthiques, bien sûr. Le langage, mais une fois que t'en as conscience, tu fais plus attention. Évidemment, ça s'efface. Ouais. Ok, simple, ça on y a répondu avec Simon la dernière fois avec Jocarise. HEC Paris. Mais je crois que j'ai écouté en plus le reel, donc je suis un peu... je sais plus si c'était pour cette question-là, mais une phrase que j'avais beaucoup aimée, c'était surcoté quand tu y es, oui. Sous-coté quand t'en sors. Ah bah c'était l'inverse, je crois qu'il avait dit. Ah ouais? Je crois. Moi j'avais dit, je pense que c'est sous-coté par les gens qui sont à HEC. Ah donc c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas la même chose. Ils ont pas conscience de la puissance du mot et c'est surcoté dans l'imaginaire collectif par les gens, alors au sens large, hein, les gens ça veut rien dire, qui considèrent HEC Paris. C'est les goats, ils voilà. disent tout ça. Ils disent tout les gens c'est les goats. Alors qu'en fait la vérité est entre les deux quoi. Bah je suis d'accord avec ça et je rajoute à ça, je pense que t'as un côté surcoté quand tu y es ou quand tu y rentres et sous-coté quand t'en sors. Pourquoi? Parce que quand tu rentres, tu dis waouh, incroyable, j'arrive en école, ça va être formidable, je vais faire plein de trucs d'assaut tout le temps, etc. Super, plein d'opportunités, nanana. En fait, des cours super intéressants. Bon. Dans les faits, je trouve qu'il y a une forme de déception quand tu arrives en école de commerce. C'est pas lié d'ailleurs que à HEC, hein. Je pense que c'est plus largement, tu as une forme de déception, ne serait-ce que parce que la stimulation intellectuelle que tu as en prépa, bah, tu la perds en arrivant en école de commerce, je trouve. T'as d'autres avantages sur le fait d'avoir plein de temps et plein d'occasions de faire des choses. Mais ça demande, je pense, beaucoup d'engagement personnel et de se dire, ok, je me force à prendre mon temps et à répondre à toutes les opportunités qu'on me propose. Et je pense qu'en revanche, c'est sous-coté quand on sort, parce que tu vois, je vois t'as dû voir ça aussi en créant une boîte, justement, Simon. Tu sors et t'as plein de gens qui sont prêts à t'écouter parce qu'il y a ce logo-là. Tu vois. Et ça, c'est super fort. Et peu importe ton projet, peu importe ton projet, tu vois, on se dit, ah ok, c'est un HEC, j'écoute. Tu vois. Ce qui est pas très juste d'ailleurs. Enfin, on en tire les avantages et les fruits, hein, mais ce qui est pas très juste parce que je considère qu'un HEC est pas forcément meilleur que plein de gens qui ont fait des écoles supposément moins bien. Qu'un X. Mais par contre, c'est là où c'est vraiment la force d'HEC, c'est le logo et le nom et d'une puissance quand on sort qui est vraiment incroyable, je trouve. Complètement. Et je réfléchissais en début de semaine, j'ai pas encore finalisé mon raisonnement, à une espèce de courbe en W vis-à-vis qu'ont les étudiants d'HEC vis-à-vis de leur amour-haine sur HEC. T'arrives à HEC, t'es en haut du W, t'adores, c'est énorme, début septembre, etc. Puis tu déchantes parce que, notamment lié à la qualité des cours et au gap qui existe et le peu de transition avec la prépa. Après, c'est généralisable. Je pense pas que ce soit. C'est pas lié à HEC, encore une fois. Je pense que c'est l'école de commerce. L'école de commerce en général. Hein. Voire grande école même. Ouais. Les gens qui ont fait la fac ou des Sciences Po ou des, tu vois, et qui étaient. Peut-être ensuite, moins en ingénieur, mais bon. À un moment, tu comprends que ça te sert quand même pour les stages. Puis tu rebaisses, tu reviens sur la deuxième partie du W en disant, mais en fait, merde, j'ai un prêt. En fait, finalement pour le CDI, c'est pas tant que ça. En fait, mon profil n'est pas si valorisé, merde, etc. Et en fait, la fin du W, c'est même bien après où tu te dis, en fait, quand même, si je regarde derrière, et donc là, c'est notre cas tous les trois, on valide HEC à la fin de l'année. Tu dis, en fait, quand même, c'était pas si mal. Genre, il y avait quand même des C'est une moments. très bonne analyse. Et c'est ça, sous-côté quand on sort, c'est aussi quand je regarde derrière moi, les 4 ans que j'ai passé là. En fait, c'était quand même pas mal. Genre, ouais. c'est un peu, je trouve facile pour les étudiants en école de commerce de toujours faire de l'école bashing, etc. Et je suis potentiellement le premier à le faire parce que j'évolue dans ce milieu-là, donc je suis très critique, je vois plein de choses qu'on pourrait mieux faire, etc. Mais quand même, quand tu regardes derrière, tu te dis, en vrai, c'était quand même du. Non, mais bien sûr, avec le recul, t'es content. Ouais. Dernière question de ce surcoté sous-côté. Le prix national Cyrano. Sous-côté de ouf. Et en plus, je suis super objectif, donc non, sous-côté de ouf. Parce qu'on crée un truc qui est vraiment différent. Il y a plein de concours d'éloquence pour le coup, tu vois. Et au début, on s'est posé la question de est-ce qu'en crée un nouveau, ça a vraiment un intérêt. Et en fait, on s'est dit oui pour 2 raisons. C'est parce que j'en parlais tout à l'heure, la diversité, notamment, j'insiste sur le point générationnel.
c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui étaient venus me voir en me disant, bah ok, j'ai 25 ans, 30 ans, ça n'existe plus des concours d'éloquence pour moi. Et en effet, genre, Eloquentia, c'est 30 ans, je crois, t'as vu, genre, il est horrible, le parasite de langage, là. C'est pas grave. En effet, Eloquentia, c'est maximum 30 ans, il me semble, et t'en as quasiment aucun qui est ouvert à tout le monde. Oui, sinon c'est les écoles en fait. Ou c'est les écoles, donc il principalement. faut être à HEC, ou faut être à l'ESSEC, ou Sciences faut être à Po, Sciences Po, etc. Et donc, nous, on s'est dit ça, première chose, et on avait des lycéens, même des collégiens, je pense, ou quelqu'un qui était en seconde, qui avait 14 ans en tout cas, jusqu'à des retraités, c'est trop bien. Et deuxième chose, et même des actifs, c'est ça qui est important aussi, c'est des gens qui ont de l'éloquence dans leur métier, tu vois. Et deuxième chose, c'est le type d'éloquence qu'on teste. Moi, j'aime bien dire que Cyrano, c'est un concours que j'aurais jamais pu gagner. Ok. Parce que, on disait, j'ai une éloquence très écrite, en fait. Et là, on teste, par exemple, de l'improvisation, mais qui est en fait la vraie éloquence du quotidien, c'est ça. Enfin, quand on parle là, on n'a rien écrit quasiment. On a juste 8 pages, là. C'est ça. Moi, j'ai rien écrit. Oui. Et tu vois, et en fait, la vraie éloquence, même en entretien d'embauche, etc., t'as une parole du quotidien qui est pas du tout écrite et qui est pas travaillée. Et donc on teste ça, on teste un peu plus de théâtralité aussi, c'est plus parce qu'on a un enjeu de divertissement qui est un peu différent. On teste le travail d'équipe par exemple. Là, les demi-finales, on a annoncé hier les épreuves. Les 2 épreuves sont en équipe et on construit un discours en équipe et 2 un débat en équipe. Et par exemple, c'est con, mais l'épreuve du débat, on la voit assez peu dans les concours d'éloquence ou alors sous une forme qui s'appelle le débat parlementaire mais qui est assez peu médiatisé. Et donc on s'est dit, tiens, on a 10 épreuves là entre les sélections et la finale, très différentes. On a une épreuve de pitch aussi. Donc voilà, plein de choses très différentes. Et on trouvait ça important de créer ce concours-là parce qu'il y avait ces 2 particularités-là sur l'âge et sur le type d'éloquence qui est testé. Et à part les sélections, tout s'est fait avec un public. À part les sélections, tout s'est fait avec un public, ouais. Et la finale, est-ce qu'il y a une date en tête pour... La finale, c'est le 15 juin Ok. et on va révéler bientôt l'endroit où ça aura lieu. Ok, très bien. Bah écoutez, si d'ici là c'est dans la boîte. c'est dans la boîte, bah en description vous aurez les infos. Et pour ceux qui sont dans l'entre-deux, c'est-à-dire non pas jusqu'à se dire je voudrais participer à un concours d'éloquence, mais qui considèrent quand même que ils auraient à gagner à mettre plus de qualité écrite, d'écrit ou de poésie Ouais. dans leur vie, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Toi, qu'est-ce que tu Pour mettre de la poésie dans sa vie, Ouais. je pense que la poésie, elle se résume à une chose, c'est l'intensité qu'on met dans les choses. En fait, moi je dis ça quand on me demande comment est-ce qu'on gagne un concours d'éloquence, comment est-ce qu'on fait un bon concours d'éloquence, je donne toujours un conseil qui est horriblement ridicule, mais je dis il faut vivre. Parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, toute écriture un peu puissante est forcément personnelle. Elle sort d'une expérience que tu as forcément vécue. Et en fait, une bonne manière de mettre de la poésie dans sa vie, c'est pas forcément de faire des trucs incroyables. Quand je dis vivre, c'est pas partir au bout du monde, faire 8 fois le tour du monde, avoir 23 relations amoureuses, se faire briser le cœur 14 fois. Non. C'est plutôt juste dans les choses que je fais. Est-ce que je les fais vraiment à fond et est-ce que j'y mets vraiment de l'intensité? Et en fait, on peut avoir une parole puissante que si on ressent des choses puissantes et donc si on vit des choses puissantes. Et cette puissance-là, c'est pas forcément, je répète, quelque chose de très original, très grandiloquent. C'est aussi juste dans le quotidien qu'on vit, comment est-ce que je vis les choses à fond. Et c'est la même chose d'ailleurs dans l'éloquence. Une parole qui est forte, c'est une parole qui est incarnée et où tu sens que la personne qui te parle est animée par ce qu'elle te dit, tu vois. C'est pas une parole monotone, c'est une parole où bah, justement on regarde les autres, on a envie de les attraper aussi dans la parole qu'on tient. Et donc ça, c'est extrêmement important, c'est mettre de l'intensité absolument partout. Je crois que c'est une bonne manière d'approcher la chose et de mettre de la poésie dans sa vie. Ça fait écho un peu à ce que tu disais aussi dans notre podcast, mais ce que j'ai aussi, le constat que j'ai dressé aussi via la création digitale, Ouais. c'est la passion. La passion. Ouais, c'est ça, il faut de la passion. En fait, Ouais. quand je commence, typiquement sur les reels ou les shorts, je me suis rendu compte que parfois, je regardais cette personne qui vendait du savon dans le sud et qui en parlait comme si c'était ses enfants. Incroyable, bien sûr. Et- Ouais. Et la passion qui est transmise à travers ces créations-là, elle dépasse plein de choses. Ouais. Des gens qui font des productions hyper carrées, du montage, mais juste sentir que la personne, elle est passionnée parce qu'elle a mis des fleurs de lavande, je sais pas, compressées à l'huile ou je sais pas, dans son savon, c'est fou. Il y en a un, je sais pas si t'es déjà tombé sur lui sur TikTok, qui vend des espèces de presse-fruits. Ok, non. Je crois qu'il avait gagné un truc, un concours, etc. Ok. Et en fait, il vend un presse-orange ou un presse-pomme, un presse-tout, en fait. Et il te fait une démonstration de vente. Mais le mec est excellent. Parce Ah oui, qu'il est sur un marché. Ouais, Oui, dans un j'ai vu. marché, là, Ah, et c'est il te fou, montre, ouais. hop, tu mets ta pomme et tout. Et il est trop fort. Mais oui. Et lui, il a une éloquence dingue. T'achètes. Parce qu'il est dans la passion. Il est vraiment dans mon produit. Certes, c'est un presse-orange, tu vois. Mais c'est le meilleur produit du monde. C'est moi qui l'ai conçu. Et je suis passionné par ce que j'ai fait. Et c'est un vendeur excellent, rien que pour ça. Et tu ça vois. marche. Et Ouais. à partir du moment où t'es passionné par le truc, t'arrives à le transmettre. Ouais. Il y a aussi le grand-père sur TikTok qui vend du fromage. Enfin, qui a J'ai vu passer ça, mais plus Ça. rarement. Ouais. Il y a un mec qui fond de l'or et qui fait des petits lingots pour ses enfants. Enfin, c'est des trucs Ouais, comme ça, bien sûr. assez traditionnels, mais pourtant ça marche, quoi. Ouais. En vrai, j'en ai rien à foutre de la fonderie initialement, et pourtant je regarde Et du en fait, début à la tu fin. regardes pour voir un mec passionné par ce qu'il fait, Exactement. tu vois. Exactement. Mais c'est ça qu'on se retrouve sur Instagram, TikTok, à regarder des trucs
qui correspondent pas du tout à ce qu'on aime consommer, juste parce qu'on aime voir des gens à fond dans ce qu'ils font, tu vois, et à se dire waouh. Et c'est Là, inspirant. il y a un mec passionné, tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve ça dommage dans les parcours, justement, type grande école. Type grande école pour pas être juste sur HEC, Bien sûr, non, mais si bien on connaît tous les trois. C'est justement qu'on nous apprenne jamais à se poser ces questions sur qu'est-ce qui me passionne. Et parce qu'en fait, c'est la question la plus dure. Ouais. Globalement, tu vas en prépa ou autre, souvent sur des rails, tu restes sur des rails, tu passes ton concours. Un moment, tu n'as plus de questions à te poser. Tu te regardes un peu dans le blanc des yeux pendant 8 mois, et puis finalement, tu finis par rentrer dans les rails dans la majorité des cas, à savoir aller faire de la banque, aller faire du conseil, etc. Et le rapport à, non pas ce qui me passionne, mais en fait, très bien, je retourne faire de la banque. Mais si je me suis vraiment posé la question de ce qui me passionne, et moi, ce que je remarque, c'est que souvent, les gens qui en soirée font quelque chose d'autre en parlent beaucoup mieux et ça intéresse beaucoup mieux les gens. Non pas parce que ce qu'ils font est plus valorisé, plus valorisable ou plus intéressant, c'est juste parce qu'ils en parlent beaucoup mieux versus, voilà, moi je suis sur une due deal en ce moment, donc j'étudie tel truc, ce qui en fait n'intéresse même pas la personne qui en parle. Et je trouve que à HEC, c'est pas, on leur fait souvent la reproche de pousser vers les filières conseil, rémunératrice, etc. Alors qu'en fait, non, c'est juste que ils poussent pas à mettre le doigt là où ça fait mal et à se poser la question de qu'est-ce qui me passionne, tu vois. Et moi, c'est plus ça que le reproche, ce serait inverse, tu vois. C'est justement par rapport à ce que vous dites là tout de suite. En vrai, c'est un travail, je trouve, de trouver une passion. Et c'est hyper angoissant quand on te demande d'en trouver une. Mais je sais pas si c'est vraiment un truc qui s'enseigne. Tu vois, quand t'arrives à acheter, t'as un mémoire sur le sens. Qui veut travailler t'amener dans cette direction-là, tu vois, de qu'est-ce qui me passionne, c'est quoi le sens pour moi dans ma vie et autres. Je pense qu'en fait, tu peux pas le trouver de manière académique comme ça. Tu tentes des choses. Et en ce sens-là, je trouve que HEC est pas forcément une mauvaise école, au sens large, parce que t'as tellement d'opportunités dans tous les sens que tu peux forcément trouver une passion là. Et tu vois, l'éloquence, je me la suis découverte à HEC. Oui, c'est clair. En revanche, après, c'est plutôt plutôt que dans la découverte de la passion, mais en fait, dans les choix de métier vers lesquels on t'oriente. Parfois, t'as une passion et les gens te disent, oui, mais à la fin du mois, est-ce que ça te rapporte de l'argent? Oui, mais sur ton CV, est-ce que ça rend bien? Oui, mais pour ta carrière, est-ce que c'est bon, tu vois? Mais Mais c'est pas que HEC, c'est au sens large. C'est une puce dans notre social, crâne, tu vois. bien sûr. Et d'ailleurs, vous êtes tous les deux, si je ne m'abuse, dans cette situation de savoir est-ce que je retourne un moment vers le grand capital avec un grand C, je me fais l'avocat du diable, ou est-ce que je reste dans la création de contenu? Complètement. Tu veux en parler Bah, je peux. Ce qui est marrant, c'est qu'avec Pierre, on partage à peu près un parcours similaire sur nos expériences de stage. On a fait tous les deux du conseil en stratégie. bien sûr, Et oui, l'enjeu, c'est de se dire... Non, pas qu'à n'importe quel conseil en stratégie, si je peux me permettre. Et on se dit tous les deux, est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie? Est-ce que ce que je découvre en ce moment et toutes les expériences qu'on a, et peut-être d'autant plus avec Pierre, puisqu'il tu pourras en parler, mais t'entreprends, tu as créé moi ton concours, on en a parlé, mais voilà, c'est de se dire, où est-ce que je mets le curseur de ma vie entre ce qui m'apprendra beaucoup, ce qui me plaira, ce qui me sera le plus utile? C'est assez complexe. Et c'est un truc, oui, pour moi, c'est pas aux autres, ça vient pas des autres. C'est, tu te poses et tu te dis, où est-ce que je mets le curseur? Et c'est un arbitrage à prendre. Complètement. Et puis, t'as un enjeu, je trouve, de vivre de sa passion, c'est très bien. Mais t'as toujours un danger quand tu vis de ta passion, c'est que ça soit plus une passion, c'est un métier, par définition. Et moi, j'ai un peu peur de ça, justement, et c'est pour ça que mon choix, il est très complexe aujourd'hui entre le monde classique, corporate, et ce que je fais aujourd'hui de création de contenu, et tout ce que j'entreprends à côté. C'est ce que j'entreprends aujourd'hui, j'adore le faire, parce que c'est en parallèle de mes études, parce que c'est une période courte, enfin, j'ai commencé il y a 6 mois, en fait, parce que plein de choses. Et je me dis, si demain je le fais à fond, est-ce que ce sera pas à nouveau une corvée, tu vois? Est-ce que tu répliques pas les mêmes schémas que tu as dans le monde corporate dont on est très critique, dans le monde de la passion? Parce que, à la fin du mois, en effet, il faut quand même vivre, si tu veux. À la fin, faire des heures et des heures de rendez-vous et de réunions, que ce soit pour un client de la boîte dans laquelle tu travailles ou pour ton client à toi. En fait, je pense que tu as des mêmes logiques qui se répètent. Et j'ai pas la réponse à ça. Peut-être que toi, Simon, d'ailleurs, tu l'as un peu plus avec ton expérience. Mais j'ai très peur de ça, moi, si j'y vais à fond dans cette passion-là, est-ce que je prends pas le risque de plus aimer ça? C'est comme, tu vois, les écrivains à qui on dit il faut que tu écrives un bouquin, tu vois, ils ont signé un contrat avec un éditeur et donc ils ont le syndrome de la page blanche parce que dès que tu rajoutes de la contrainte dans une passion, elle perd son côté passionnel. C'est, dans la musique, ça serait aller au studio comme à l'usine. Exactement. C'est un peu ce truc-là, oui, je partage. Babylone a gagné. Exactement. Tu vois, c'est un amateur. Tout à l'heure, je suis d'accord. Et dans ton cas, ça s'applique peut-être plus. Moi, tu vois, je me suis pas réveillé un matin en me disant
je suis fan des classes préparatoires. Et même au contraire, quand j'ai intégré HEC, il se trouve que David, donc, qui est aujourd'hui mon cofondateur, m'avait proposé d'être prof, de devenir prof, en tout cas à mi-temps d'éco. Et je lui avais plutôt dit, écoute, c'était très bien, j'ai pris mon pied en classe prépa. Maintenant, j'étais bon et j'ai pas envie de m'enfermer dans une zone de confort. Donc, laisse-moi faire ma vie en école. Donc là, je lis BDE, je fais tout ce qu'il fallait faire, mais genre, c'est fini la prépa. Donc, j'y suis revenu, mais pas plus parce qu'il fallait faire un truc, fallait faire un projet. Donc, l'éducation, ça me tient vraiment à cœur et ça me tient aussi de plus en plus à cœur en le faisant, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un fil rouge. Aujourd'hui, là, on est d'une certaine manière, grâce ou à cause de Wade, autour de cette table, où j'ai fait d'autres projets. J'ai réfléchi à créer une app un peu type Parcoursup. J'ai fait plein de choses depuis 1 an et demi qui m'ont énormément enrichi. Ça m'a même, j'en sais rien, mais même sur d'autres points, je me suis mis à courir. Des points de vue sportifs, d'un point de vue plein de points. Donc, je vois ça de manière beaucoup plus holistique. Donc, oui, certes. Passion égale travail, mais je le définissais pas au départ comme passion. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tous les matins, je suis content d'aller au boulot. Okay. Ça, je me marre trop tous les jours. Après, bon, ça, c'est un peu idéal. Et la vérité, c'est qu'aussi, je me prends des portes tous les jours et que genre, c'est hyper dur. Il y a plein de moments qui sont hyper durs. Mais en vrai, genre, je kiffe, quoi. Et ça, c'est pas passion. C'est juste, en fait, avoir des projets, j'adore. Je rebondis sur un point un peu plus large. Tu dis la vision très holistique de la chose. J'adore une analyse qui est faite par Théo Lyon sur le podcast hier de Marc de Jocaris, où il dit, il parle pas d'entrepreneuriat, il parle d'anthro, au sens d'anthropologie, entrepreneuriat. Et je trouve ça super intelligent. C'est Théo, il a une vision, je le connais pas très bien personnellement, mais il a une vision, j'ai l'impression, tu vois, où ok, il a créé une boîte, mais en fait sa vie se résume pas à ça. Et en fait, cette boîte-là est juste un maillon dans une chaîne beaucoup plus large qui est en gros qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois. Et en effet, je pense que c'est pas une bonne chose de définir sa vie par son métier. C'est tout con, mais quand on se présente à quelqu'un, on dit toujours tu fais quoi dans la vie, tu vois. Et on répond par son métier. Mais en fait, non, je suis banquier, mais je fais quoi dans la vie? Bah, je fais aussi ça, je fais du sport, je fais de la poésie, je suis père de famille, je sais pas quoi. Enfin, moi non plus, mais je sais pas. Des enfants métaphoriques, on a dit. On a dit que c'est pas de vrais enfants. Arrêtez. Tu vois, tu fais quoi dans la vie? Bah, je fais plein de choses et ma vie se résume pas à mon métier. Mais toi en particulier, je trouve, parce que là aujourd'hui, donc c'est peut-être effectivement de fait temporaire, mais t'as un peu ce côté Léonard de Vinci. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu. Ça rejoint le jeu de tout à l'heure. En fait. Mais en gros, je fais tout. T'as un petit côté aujourd'hui là où toi tu fais de la scène, tu fais du TikTok, tu fais des jurys de concours d'éloquence. Il y a pas longtemps, t'avais une boîte, etc. Enfin, et même d'une certaine manière, le prix Cyrano, c'est une entreprise avec un grand E. Et donc tu fais plein de choses. Mais le fait quand tu disais est-ce que je fais une seule chose et je me mets à fond et c'est mon métier, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui t'as pas de métier. Moi je vois plutôt comme une chose mais qui juste a des dérivations multiples si tu veux. Mais en fait je fais de l'éloquence et de la poésie, tu vois, qui prend des formes multiples, des canaux d'expression multiples, mais est-ce qu'au fond c'est pas toujours la même chose si tu veux? Je sais pas. Après c'est chouette aussi justement, ces canaux différents, c'est super chouette aussi d'avoir une diversité d'endroits dans lesquels tu t'exprimes et certes, mais est-ce que au bout du compte, tu reviens pas toujours à la même source, tu vois? Je sais pas. Moi non plus. Ouais. Écoutez, vous nous le direz en commentaire. Petit c'est jeu le mec qui joue le référencement. Petit jeu, ouais. Vas-y, je pense pas qu'on les fera tous. Vous avez un conseil? Allez, j'aime bien l'amour. Oui. Ne pas choisir l'amour. C'est mon jeu. L'amour. Qui est une notification Instagram, juste au cas où. Ah ok, merde. Moi j'ai vu un clair, je me suis dit, on va parler d'amour et en fait non. Ça me va. Donc, comme on te l'a dit, tu as modernisé un peu la poésie classique. Ok. Et donc, tu t'es ouvert à TikTok, à Instagram et au grand public. Ouais. Donc, dans tous tes abonnés et toutes les personnes qui commentent, il y a pas mal de choses. Ouais, il y a à boire et à manger. Ouais, je sais très bien ce qui va arriver. Non, j'ai même plus peur parce que je sais ce qui arrive. Et tu sais que comme je les lis tous les commentaires, je vais tous les connaître. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a répertorié quelques-uns. On va te les poser. Comme ça, ils auront une réponse directe, comme ça. Pas en live, mais en différé. C'est que des questions. C'est que des questions posées. Okay. Et TikTok ou Instagram, ou les deux? Plutôt TikTok. Ok. Oui, c'est mieux. Il y a souvent plus de... Plus de pépites? Ouais, exactement. Les tréfonds d'internet, là, qui ressortent. Je suis pas d'accord avec ça. On en parlera une autre fois.
Donc, t'as un format qui plaît pas mal, qui est celui d'aller plus loin qu'une citation, et récemment un film Netflix. Ouais. J'ai vu ça, je crois que la personne disait qu'elle avait adoré se détester. Peut-être que j'ai... Ouais, exactement, c'est Ok. la phrase. C'est la série qui s'appelle Mon Petit Renne sur Netflix. Ah bah, Si Netflix de sponsoriser le podcast, bah écoute, là tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, Excuse-moi. parce que je voulais que tu répondes à Jana, qui te dit « C'est quoi la série SVP ?» mais quelqu'un lui a répondu en commentaire en plus. Je te dis, je lis tous les commentaires. Ah, j'ai fait trop tôt. Donc je sais, et c'est Mon Petit Renne sur Netflix. Little Reindeer en anglais, c'est une très bonne série. Et là, on va passer à la question de Enzo Q. Enzo Q, qui a une question assez pratique. Quel est ton process créatif? Donc, temps, délai, organisation. Concrètement, comment t'écris tes textes? Comment tu fais du pire? T'es pas allé chercher les plus terribles. Peut-être qu'ils arrivent après. Je vais faire un peu de... plusieurs choses. Je réfléchis par source, en fait. J'ai 2 sources. C'est les mots. Quand il y a un mot qui m'inspire. L'autre jour, je suis tombé sur le mot archipel. Je trouve que c'est un très joli mot. Et donc j'ai écrit un truc sur l'amour, justement, encore une fois, pour changer. Hein. C'était pour l'ex de la dernière fois, c'est que t'as dit est-ce que c'est pour moi? Je sais pas, il y en a tellement. Non. C'est une blague, c'est une blague. Donc soit les mots, vraiment dans le langage, je trouve des inspirations. Soit l'art au sens large. Donc là, tu vois, c'est une série Netflix. C'est vraiment en voyant la série, je me dis waouh, il y a un truc à faire. Cette phrase-là, elle m'inspire. C'est aussi la musique. Parfois, juste j'écoute de la musique et je me dis cette musique-là m'inspire un truc et je vais dérouler un peu le fil de la pensée et c'est comme ça. Donc le processus créatif, en fait. Il y a une source d'inspiration qui déclenche le processus. Et après, l'objectif, c'est d'être le plus rapide entre le moment où tu as la source d'inspiration et le moment où tu veux finir ton texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'émotion, elle est toujours unique. Tu vis qu'une seule fois la même émotion. Et tu peux avoir deux fois le même film, tu n'auras jamais exactement le même sentiment en le regardant la deuxième fois. Et donc, en fait, cette vague d'émotions-là qui te transporte quand tu entends une phrase pour la première fois, quand tu écoutes une musique pour la première fois, il faut absolument la conserver et la faire durer pour que quand t'écris, tu suives cette vague-là, si tu veux. Tu surfes dessus. Et si t'attends trop longtemps, bah, la vague, elle passe et ok, tu vas surfer sur la suivante, mais elle sera un peu moins bien formée et t'auras pas tout à fait compris le sens de la houle. Donc, il faut vraiment se dire, quand je ressens une émotion forte, je la mets immédiatement sur le papier, avant qu'elle ne disparaisse, parce que c'est vachement éphémère, en fait, ce genre de choses. Et donc, tu penses... Écrit sur papier, excuse-moi. Oui, vas-y. Non, c'est mes notes de téléphone. Des notes de Ouais. téléphone, quoi. Ouais. Ça, je pense que ça change pas tant que ça. Mais... Non, mais ouais, mais rien qu'en question de setup, tu Ouais, vois, bien parce que sûr. mine de rien, en fait, t'es dans le métro, parfois t'as une bonne idée. Non, il faut accepter la modernité aussi. Et donc, Et donc, tu penses que la première intuition, la première émotion est souvent la bonne? Ouais, un bon texte, il est écrit vite. Ok. Un truc que tu travailles trop, bah, on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, t'es dans l'artifice, et t'es plus dans la simplicité et la brutalité de l'émotion. En tout cas, en termes de poésie et de créativité. En effet, on revient toujours au contexte, hein, mais je pense qu'un bon texte, il est écrit forcément très vite. Et typiquement, celui sur la série Netflix, t'as mis combien de temps à écrire et combien de temps à monter, ou je sais pas si tu fais C'est 2 heures et demie d'écriture, je pense. Ok. Et après, ouais, je monte, et ça, c'est 2 heures aussi, tu vois. T'aimes bien monter ou c'est un truc, c'est juste faut le faire? J'aime pas faire ça, Mhm. mais j'aime bien que ce soit moi qui le fasse. Ok. Parce que j'accepterais pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, parce que j'ai ma DA, et j'ai pas envie qu'il y ait des propositions nouvelles. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'aime bien avoir ma vision des choses et la réaliser. Donc en fait, c'est un peu désagréable à faire, mais personne d'autre que moi pourrait le faire. Ça serait sûrement mieux, je pense d'ailleurs, parce que moi, le traitement du son, je suis pas très bon, par exemple. On donnera des astuces après. Bah merci. Mais je veux absolument être celui qui le fait, parce que je trouve que c'est ma création, tu vois. Donc c'est pas un truc qui est co-créé. Bien sûr. Et puis surtout, je suis sûr que ça respecte exactement le cahier des charges que j'ai dans ma tête, Ok. et que ça souffre d'aucune T'es pointilleux. remise en question. Ouais. T'es pointilleux. Ouais. Mais c'est dommage que ça empiète sur la qualité. Je pense que des monteurs feraient ça beaucoup mieux que moi. Mais Ça ça joue le truc perdrait l'authenticité, justement. Oui, ou tu pourrais te dire, les 2 heures suivantes, en fait, je les consacre à là où j'ai le plus de valeur ajoutée, réécrire autre chose. Ouais, aussi, ouais. Mmh. Mais en soi, ça marche pas comme ça. C'est pas d'une question de volume. Oui. En fait, j'ai plein de temps pour écrire. C'est juste que quand l'inspiration vient pas, il faut accepter qu'elle vienne pas. Et Tu fais autre chose. Ouais, c'est ça. Tu vois tes amis, tu vois tes proches. Exactement. Et ça viendra. Et tu regardes une série. Et non, autre déclencheur, c'est les émotions fortes de la vie. On parlait d'intensité tout à l'heure. C'est tu fais un truc très puissant, ou tu vis un truc très puissant. Genre venir à première classe. Voilà, là, j'ai un recueil de poèmes qui sort demain, là. La Pléiade. T'as pas un podcast, nous dit Louis. J'ai pas de podcast. Je fais des podcasts au sens où j'interviens dans des podcasts. J'ai fait celui de Juliette, dont tu parlais tout à l'heure. Première classe aussi. J'ai pas un podcast parce que je pense qu'un podcast, il est bon et intéressant quand il a une thématique claire et une chose sur laquelle il se positionne. Qui est, je crois, plutôt l'éducation ici, ou même des parcours de vie aussi, je pense, tu vois. Et j'ai pas une thématique sur laquelle je me dis, tiens, j'aimerais intervenir avec d'autres personnes pour en discuter. Il y aurait la poésie, peut-être.
mais j'ai pas encore, je pense, la maturité conceptuelle et la maîtrise des sujets suffisante pour me dire, ok, je suis à l'aise pour avoir des discussions de qualité sur le sujet sur un format très très long. Donc je pense que si un jour je me dis, waouh, j'ai une maîtrise du sujet telle que je pense que je peux vraiment apporter des choses aux gens, je le ferai. Aujourd'hui, je pense pas avoir l'expérience pour le faire. Okay. Et sur le format, non, mais sur le format qui est aujourd'hui, je trouve, trop peu développé du solocast, donc ce qui est pas ce qu'on est en train de faire, où tu te poses et tu parles, rédigeant avant, sans rédigeant, en pré-rédigeant, en mix-rédigeant. Je trouve que pour le coup, à mon sens, il y aurait très clairement quelque chose à faire. Mais pareil, il faut une thématique, tu vois. Qui ne serait pas... Oui, il faut une thématique, mais en même temps... On est popé dans l'éloquence. Les gens, tu vois, te suivent sur Instagram, lors même que il y a différentes thématiques qui sont abordées. Donc certes, c'est toujours la même thématique ou la même DA ou la même manière de faire, mais en fait, t'as aussi une voix qui est assez suave et tu vois, que les gens aiment bien écouter. Et je trouve que le format audio pourrait être adapté à juste parler, mais même, tu vois, sur un format, je sais plus, mais je crois que la dernière fois on en discutait, où tu me disais que tu pensais à rédiger un roman, un texte un peu plus long. Non, j'ai écrit un roman qui est quasiment fini. Ah ouais, ouais. Ah, c'est fou ça. Ouais. Mais non, mais le format audio, j'y crois. Publié que j'essaie de faire publier. Il faut que je trouve une maison. Petit appel aux éditeurs. Non, mais ouais. Il y a un format que j'aimerais tester avant. C'est aujourd'hui les textes que je les fais en musique, mais c'est des musiques qui sont pas libres de droit. C'est du 1 minute 30 et t'as le droit à 1 minute 30 sur Instagram, 1 minute sur TikTok d'exploitation de la musique. Ce qui fait qu'elle peut pas être sur Spotify. Et j'aimerais bien maintenant tester avec des musiques libres de droit. Parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi de gens qui me disent, pas un album, mais en tout cas, de pouvoir poster quelque part, tu vois. ASMR, Pierre Faury. Il y a plein de gens qui me disent, en fait, où est-ce qu'on peut écouter ça, si tu veux. Oui, c'est vrai. Et je me dis, tiens, en effet, il y a une plateforme, des plateformes d'ailleurs, qui permettent de le faire, donc pourquoi pas l'envisager. Ça demande du boulot. Il faut retravailler tous les sons, toutes les musiques et tout, parce qu'en plus, la qualité audio que j'ai sur Instagram est pas exceptionnelle. Elle est suffisante pour ce format-là. Pour du format purement audio, il faut, je pense, un matériel un peu... Ou même retravailler le son en post-prod, tu serais étonné des miracles. Ok, moi je connais la fonction réduire le bruit de fond sur CapCut. À part ça, on en parlera. Ça, c'est plutôt une question qui découle d'un commentaire que je vois souvent sous tes publications, qui est: tu penses que je peux utiliser tes audios? Ça te fait quoi? Non, justement, ma mère, à chaque fois quand elle tombe sur des gens sur Instagram ou TikTok qui utilisent mes audios, limite elle m'envoie un message, elle me dit: Pierre, quelqu'un t'a volé ta vidéo. J'ai dit non, mais c'est le but aussi, tu vois. Si j'écris et que je partage les choses, c'est pour qu'elles soient partagées, donc par définition. Et donc que les gens les réutilisent, ça veut dire que ça leur a parlé, que ça leur a évoqué quelque chose, qu'ils estiment que ça illustre bien des choses de leur vie. Et dans ce cas, tant mieux. C'est aussi pour ça que j'écris, c'est pour que ça ait une résonance. Et si après, en plus, le fait que d'autres gens l'utilisent permet d'amplifier cet écho-là, cette résonance-là, tant mieux. Donc vraiment, je suis très content et ça me dérange pas du tout que des gens le fassent, au contraire. Et ça me fait penser, j'ai vu il y a pas si longtemps, ça fait quand même quelques mois, sur Skyrock, il y avait Big Flo et Oli qui a fait un freestyle de 10 minutes, que tu as peut-être dû écouter. Et à un moment, il y a une phrase qui me parlait, qui était... Il est bon, ce freestyle. Ouais, il était vraiment bien, vraiment bien. Mais alors, petite anecdote avant, j'ai découvert ce freestyle très récemment, parce que j'ai fait une vidéo, et en commentaire, quelqu'un m'a dit, marrant, la référence au freestyle de 10 minutes de Oli. Et en fait, j'avais une rime, qui est pas une rime très évidente en plus, qui était exactement la même. Donc j'ai découvert ce freestyle là parce qu'on m'a dit tiens, t'as copié Oli. Non, j'ai pas copié. Et ouais. Ok. Et donc j'ai coupé. Non, ça fait vite. Et cette phrase là, c'était un truc, peut-être que je le cite mal, mais il y a qu'un public entre un amateur et un artiste. Et donc moi, j'aimerais bien transposer ça à la poésie. Est-ce que tu penses qu'on devient poète avec une audience ou qu'on peut être poète sans personne qui nous écoute? C'est difficile. Moi, déjà, le mot poète, je suis assez... T'as step up tes questions, quand même. Parce qu'à chaque fois, il faut être des mots aléatoires sur la feuille. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout est là. Moi, je suis assez mal à l'aise avec le mot poète dans le format des orateurs disparus. Je sais pas si t'as vu le flyer qu'on avait... Ouais, c'est poète. Il y a marqué poète. Je suis assez mal à l'aise avec ça parce que pour moi, un poète, c'est quelqu'un qui a publié un recueil de poésie. Ce qui est pas encore mon cas. C'est aussi en négociation, d'ailleurs. Mais surtout, je trouve qu'il y a un côté un peu je suis poète. Ça fait un peu pédant, il y a un côté un peu proclamé, ouais. En fait, c'est ça pour moi, un artiste, son étiquette on la lui donne, il se la donne pas lui-même, si tu veux. Et sur l'enjeu du public, non, on peut mettre de la poésie dans sa vie ou écrire de la poésie sans forcément avoir un public, et c'est pas grave. Il y a plein de gens, la plupart des gens écrivent pour eux. Moi, ma conviction, c'est qu'on écrit pour soi et qu'on parle pour les autres. Et donc en fait, on peut écrire pour soi et garder sa poésie pour soi, et c'est très bien.
et c'est une très bonne manière de faire. Et non, le public juste, il donne une caisse de résonance, mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie que leurs écrits soient partagés et qui sont très à l'aise avec le fait de l'écrire pour soi ou de le faire lire à 2 potes et pas forcément en plus, tu vois. Parce que t'as parfois un tel niveau d'intimité dans l'écriture que est-ce que tu veux que n'importe qui au bout du pays sache le fond de ta pensée et la description exacte de tes relations amoureuses, je suis pas sûr. C'est intéressant. J'ai une question qui est assez pratique, Okay. qui va parler à la communauté première classe qui passe les oraux, etc. Est-ce que tu aurais des conseils de dernière minute pour les gens qui sont paniqués sur comment bien performer à un oral? Ok, il y en a plein. T'as d'abord tous les conseils de forme, mais je les mets en premier, mais ne sont pas les plus importants. C'est le regard, est-ce que je regarde bien mon interlocuteur dans les yeux? C'est est-ce que je mets de l'énergie dans ma parole? C'est vraiment ça, c'est est-ce que j'arrive, tu vois, à incarner un truc un peu puissant, etc. C'est quand t'es debout, la posture, tu tiens droit, tu bouges pas, t'es ancré dans le sol. Bon, ça c'est important. C'est un peu le b.a.-ba, mais c'est pas ce qui est fondamental. Dans un oral, je pense scolaire, disons, t'as un enjeu, je pense, de clarté et de structure. C'est en fait tout ce que je dis doit être extrêmement clair. Je pense notamment dans des oraux de personnalité. Ouais. On n'a pas tant que ça en fait. T'as 20-30 minutes parfois, un peu plus j'imagine dans certaines écoles. C'est pas si long que ça pour parler d'une vie, tu vois. Et donc t'as un enjeu de tout ce que je dis doit être vraiment millimétré dans la précision. Et donc c'est pour ça que en fait travailler à la dernière minute c'est une très mauvaise chose. Donc les conseils de dernière minute, le conseil c'est juste fais ton mieux, mais donner un conseil à la dernière seconde c'est toujours un mauvais conseil. Et donc t'as un enjeu de vraiment de structurer sa pensée. Et c'est pour ça que je pense qu'une bonne préparation à l'oral c'est l'écrit. C'est je crois Churchill qui dit improviser ne s'improvise pas. Et excellente phrase, bravo à lui, parce que quand tu veux préparer un oral, poser à l'écrit les choses, de la structure, etc. Pas forcément écrire les phrases, mais juste se poser vraiment et se dire ok, comment est-ce que je raconte les choses. Et après l'enjeu de la parole fluide, etc. Est-ce que j'articule comme il faut? Ok, mais si tout est clair dans la structure et que les messages que je veux faire passer sont évidents, le reste se passe bien. Et d'ailleurs dans la préparation politique ou le media training, en fait on parle beaucoup d'éléments de langage et de messages, et après le reste vient après. Mais c'est d'abord le message. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire? Oui, ça. Et après, la forme, ok, elle permet d'enjoliver, de sublimer ça, mais les secondaires. Et en fait, les gens sont stressés par des éléments qui sont pas importants. Les gens se disent, ah, mais j'ai mal parlé avec mes bras, ou il y a un moment, j'ai bégayé sur un mot. Ok, soit. Mais tout le monde bégaye sur un mot. Enfin, c'est normal. En revanche, est-ce que ce que tu as dit était intéressant, profond, intelligent, puissant? Si tu fais un truc qui est de cette nature-là et que tu bégayes sur 3 mots, on t'en voudra pas. Ouais, c'est clair. Réponse hyper complète. Je suis scotché. Moins concret, c'est Lisa qui te demande comment guérir. Oh waouh. Elle est belle celle-là, cette question-là. Et j'aime bien quand on enchaîne des trucs super terre à terre. C'est format TikTok en fait. Non, mais les commentaires TikTok, tu te balades, ça n'a aucun sens. Comment guérir? J'ai écrit un poème sur ça. Et je dis, faut pas se vider la tête, faut se la remplir. Et je crois beaucoup à ce truc-là. On se dit, tu vois, les gens qui veulent guérir de quoi que ce soit d'ailleurs, se disent, ok, je vais faire du sport pour me vider la tête, tu vois, genre je vais m'épuiser au point de... C'est très bien le sport, hein, c'est pas du tout le sujet. Mais c'est en fait plutôt de se dire, tout ce que j'ai dans ma tête, j'ai envie que ça disparaisse, tu vois. Les pensées noires, les souvenirs d'une rupture ou autre. C'est plutôt, ok, à la place de vouloir faire disparaître tout ce pan-là de mon cerveau, juste remplir mon cerveau de plein de choses, tu vois. Je vais lire, je vais écrire, je vais voyager, je vais rencontrer des gens, etc. Et je pense que c'est une bien meilleure manière d'appréhender les choses. Parce qu'en fait, si tu vides le passé de sa substance, comment tu construis voilà, c'est bateau ce que je veux dire, mais comment tu construis le futur, si tu veux. Et donc non, tu vis dans le présent des choses, avec encore une fois de l'intensité, et tu guéris vraiment en te remplissant la tête, en vivant des histoires, et pas en cherchant à effacer celles du passé. Très beau. Je pense que Lisa te remerciera en commentaire. Merci à Lisa pour sa question. On l'embrasse. J'aurais dû lui répondre plutôt. C'était tout pour les commentaires. Okay. J'espère que tu as été honoré par ta communauté. J'étais très honoré. Merci à eux. On n'a pas pris les pires. Non. Ouais, il y a des trucs. J'avais fait un best-of en story amis proche un jour. Je vous montrerai si vous voulez des pépites. C'est génial. Autre jeu, on enchaîne direct. Vas-y, on aura le temps pour un. Vas-y, vous avez un conseil? Moi j'aime bien le bonhomme qui sait pas quoi faire. C'est le bonhomme qui sait pas quoi faire. Le bonhomme qui sait pas quoi faire, c'est X, Y ou les deux, ça c'est moi ça. Oui, c'est ça. Donc les règles sont assez simples. X, Y deux propositions à tous les deux. X, Y ou les deux, et vous pouvez me dire X, Y ou les deux. Ah waouh. J'avais pas deviné. Justifiant ou pas. Lire, écrire ou les deux?
Écrire. Il fait ni l'un ni l'autre aussi. Écrire, je suis vachement plus à l'aise avec l'écriture. Aussi bizarre que ça puisse paraître. J'adore, typiquement sur toutes mes vidéos, j'écris un script. Et même si j'écris pas tout ce que je dis, les idées fortes ou les mots, il y a des mots-clés que j'aimerais bien faire apparaître ou des trucs marrants, des sonorités, je les écris et ensuite j'essaye de les interpréter. Donc c'est vraiment l'écriture que je préfère. Même si je lis de plus en plus. Je vous conseille le premier à 3 corps en 3 tomes. J'ai vu la série Netflix et ensuite j'ai commencé à le lire. Ah ouais? Génialissime. Je suis en train de regarder la série là. Le livre est infiniment mieux que la série, Ah ouais? on pourra en parler. C'est pareil. Et est-ce que, parce que là, j'ai pensé à 2 personnes là quand vous répondiez, qui sont des personnes qui écrivent beaucoup, qui sont ma tante en premier lieu, qui écrit beaucoup, mais qui pour autant utilisent énormément la commande vocale de l'iPhone. Donc elle écrit toujours ses messages à la commande vocale. Et je parlais récemment avec quelqu'un qui bosse chez Alan et qui parlait donc de Jean-Charles, le CEO d'Alan, qui visiblement lui est quasiment intégralement passé, alors de ce qu'il me disait, en voice-over, pareil, genre je fais tout à l'IA et je rédige tout à l'oral. Donc je sais pas ce qu'il en est, si c'est vrai. Non, mais j'ai bossé chez Alan. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il fait tout, mais en tout cas, par exemple, tous les meetings, il va les enregistrer avec une IA qui te fait un script du meeting, de la réunion, si tu veux. Donc non, il travaille beaucoup avec ça. Ça fonctionne bien. Et de fait, je trouve c'est un gain de temps. De fait, il est que à l'écrit. Parce que Alan, pour le coup, paradoxalement, c'est surtout l'écrit. Et en revanche, il écrit rien. Enfin, il est beaucoup sur l'oral, quoi, pour gagner du temps aussi par rapport à la faiblesse. Mais du coup, je sais pas, ça m'a fait. Enfin, c'est deux personnes qui écrivent beaucoup. Il y en a un qui a construit une boîte où l'écrit est central et ma tante est prof de français. Elle écrit extrêmement bien. Et les deux utilisent énormément l'oral. Oui, mais écrire pour moi, c'est pas juste le geste de poser la sur papier ou de téléphone la note, mais c'est plutôt construire une pensée et la mettre en mots. Donc, en fait, le coup, Alan est vraiment une boîte qui est fondée sur l'écrit et avec plein d'avantages assez intéressants à étudier, je trouve, sur comment t'enlèves des biais que t'as dans l'oralité par l'écrit. Je peux en parler rapidement? Oui, bien sûr. Un truc, je sais pas si c'est revendiqué chez eux, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi, je trouve. T'as un enjeu en fait, dans une entreprise, t'écoutes beaucoup plus facilement celui qui parle bien. Sauf que celui qui parle bien, est-ce qu'il a forcément la meilleure idée et la meilleure chose à défendre? Pas toujours, si tu veux. Et donc, par l'écrit, alors, t'as un autre biais qui est celui qui écrit bien. Mais je trouve qu'il est moins puissant quand même que celui qui parle bien. Et donc, tu aplanis un peu ce truc-là et tu te concentres beaucoup plus sur le fond du propos que, il ou elle parle très bien et donc je l'écoute. Et t'as des études là qui sont pas liées à Alan, mais qui sont aussi intéressantes sur, par exemple, la place des femmes. Parce que dans l'éducation et les structures sociales, on invite beaucoup plus les garçons à prendre la parole. Dans les concours d'éloquence, on a beaucoup de garçons en général et beaucoup moins de filles. Là, forcément, ça se retrouve en entreprise aussi. Et donc, t'as des structures où les femmes prennent beaucoup moins la parole et donc se font vraiment écraser parce qu'on leur a enseigné un peu ça, tu vois, d'accepter ça, ce qui est très dommage. Et justement, à l'écrit, là aussi, tu retrouves une vraie égalité dans la construction du propos et dans l'intérêt que tu portes au propos. Donc, c'est très important, je trouve. Et je trouve que l'approche d'Alan, elle a d'autres biais aussi, évidemment, mais elle est assez intéressante par rapport à ça. Ouais, clairement. Et puis surtout, là, ils vont... Enfin, moi, je vois venir vraiment gros comme une maison. En plus, ils sont quand même pas loin de Mistral. En fait, ils ont construit une boîte sur l'écrit. À un moment, tu vas train un modèle d'IA sur tout ce qu'ils ont fait par écrit depuis le début de la boîte. Ouais. Ensuite, la boîte, elle tourne toute seule. Ouais. C'est tout bête. Mais ça, c'est encore autre chose. Oui, ouais. Mais pour le coup, je suis carrément d'accord sur les biais de qui tu parles bien en réunion. Enfin, évidemment. Dernier point, avant que tu vas reprendre les questions. Moi, j'ai un vrai complexe. C'est comme j'écris de la poésie, etc. Je publie beaucoup de choses sur les réseaux et où je fais des concours d'éloquence, etc. J'essaie d'incarner un peu une vision de la littérature. On me pose souvent la question, qu'est-ce que tu as lu récemment? Est-ce que tu lis beaucoup? Ou les gens s'imaginent forcément que je lis énormément, ce qui n'est pas le cas. C'est une forme de complexe. Il y a un sujet de temps, mais je trouve que c'est trop facile de dire ça. Tout le monde a le temps de lire si on trouve le temps. Et j'ai trouvé une interview de Félix Radu, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est un écrivain suisse, je crois, si j'ai pas de bêtises, ou belge, je crois que c'est suisse, et qui, pareil, lui, est une vraie figure pour le coup de ça, de la littérature. Et il dit en fait, non, t'as beau écrire beaucoup, lire c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, et il faut accepter aussi de pas avoir envie de lire parfois. Et c'est pas parce que t'écris beaucoup que t'as besoin de lire énormément. C'est toujours mieux, c'est une bonne chose de lire, mais il dit, faut pas parfois se forcer à lire. Si tu te forces trop, tu perds aussi le plaisir de ça. Alors il le dit mieux que ça, mais en tout cas, lui, il assumait d'être, tu vois, une figure littéraire assez reconnue et de dire, c'est pas pour autant que j'adore lire tout le temps. Et il y a des moments, c'est des phases, il y a des moments où j'ai moins envie, si tu veux. T'as pas l'air du tout d'accord, Simon. Non, je réfléchis, non, je suis d'accord, enfin, je suis pas d'accord ni pas d'accord, je réfléchis.
Moi, je trouve que lire, c'est se confronter à des idées auxquelles tu es d'accord, pas d'accord, mais qui te permettent de construire la tienne. Tu vois. Donc, c'est toujours par confrontation. Moi, typiquement, une plateforme que j'adore en ce moment, c'est Substack, où tu as à la fois le format long des newsletters et le format court, un espèce de Twitter intelligent. Et j'adore cette plateforme parce que je lis des choses qui potentiellement n'ont un peu rien à voir. C'est pas forcément des choses auxquelles je suis abonné. L'algo est un peu moins optimisé. Enfin, c'est moins. Tu choisis quand même un peu plus. Enfin, c'est le bon entre deux, je trouve, que par écrit. Et je trouve que à chaque fois, même quand je lis dans le métro, etc., de manière un peu passive en soi, c'est pas ce que je lis qui m'intéresse, mais ça m'interpelle sur autre chose de ma vie que j'ai pas lu. Et je me dis, ah oui, tiens, ça, si je le revoyais avec tel prisme ou un autre prisme, ça me fait un rebond. Et je trouve que parfois, on manque d'angle dans les murs, quoi. Et si on est tout droit, en fait, lire, ça permet de mettre quelque chose qui vient un peu en travers. Non, mais je suis d'accord, il faut lire, c'est pas du tout ce que je dis, évidemment. Mais c'est plutôt, on fait toujours la même chose, faut lire avec intensité. Oui, bien sûr. Les gens qui lisent du volume, les gens qui disent, j'ai lu 20 livres sur ces 6 derniers mois, tu vois. Ok, mais t'en as retenu quoi? Et toi, c'est plutôt ce que tu dis, c'est là, tu vois, c'est dans ce que je lis, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui me bouleverse, qu'est-ce qui me chamboule. Et donc, moi, j'assume de lire très peu. Mais quand je lis, par contre, je prends des notes tout le temps, tu vois, j'essaie de garder des choses en tête et de tirer quelque chose finalement de ce que je lis. Et en revanche, tu lis aussi bien de la poésie que pour le coup, j'ai tout type de format. T'as pas de format du style j'adore les polars et un truc que tu spammes tout le temps? Justement, c'est plutôt un des genres que j'aime le moins, je trouve. Moi, j'aime bien les genres qui ont un enjeu de compréhension de l'humain. Et le polar aussi, enfin toute forme de littérature a un enjeu de compréhension de l'humain, mais je trouve que le roman est très fort pour ça. Le polar, la science-fiction un peu moins. Ou alors ça dépend, tu vois, t'as des science-fiction genre Dune, c'est une super analyse de l'humain à travers des choses qui sont pas que humaines, tu vois. Mais globalement, les genres les plus proches de l'humain, je trouve, sont la poésie pour le coup, et certains types de romans. Préparer, improviser ou les deux? Non, préparer, parce qu'improviser, c'est préparer aussi. Enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, improviser ne s'improvise pas. Une bonne impro est une impro préparée. Un avocat qui est exceptionnel, qui s'appelle Marc Bonan, qui est, je pense, l'une des grandes figures de l'éloquence en France et en Suisse. C'est un peu le Bertrand Perrier, mais dans un autre pays. Suisse. Exactement. Et tu vois, en fait, tu l'écoutes. En fait, il dit souvent la même chose. Mais c'est brillantissime. Mais en fait, il a tellement intériorisé toutes ses impros que maintenant, en impro, t'as l'impression qu'il récite. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est juste qu'en fait, il a tellement travaillé, tellement répété, tellement appris à parler et à improviser que ces impros sont d'une fluidité, mais exceptionnelle, si tu veux. Et donc, en fait, une bonne impro, c'est une impro qui est travaillée. Il faut tester des choses. Et c'est pour ça qu'en fait, l'écriture, elle est importante aussi pour structurer sa pensée. Après, oui, dans le flow de la parole, tu vas perdre des choses. Mais si la structure est là, et l'improvisation sera toujours de qualité. Moi, préparer, je suis tellement plus à l'aise quand j'ai peaufiné mon sujet avant. Et puis, la dernière fois, je sais pas si tu prépares tes lives, toi? Pas tellement, hein. Non, le thème, mais après, ça, c'est différent. Un live, c'est le côté, je lance, je sais ce que je vais faire à peu près. Par exemple, si on réacte à vos bulletins, vous m'envoyez vos bulletins et après, on trouvera des vannes à dire. Ça, c'est pas un problème. Mais le stress, je sais pas si on en parlait ensemble, mais le stress, c'est toujours une situation, enfin, souvent pour moi, je stresse parce que je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour préparer les choses. Oui, bien sûr. Et donc, le fait de préparer, ça diminue le stress et je maîtrise beaucoup mieux. Typiquement, une fois que j'avais fait le mini TikTok d'éloquence là, je me sentais mieux parce que j'avais l'impression d'avoir accompli un truc. Le podcast, il y a ça qui est réglé. Mais oui, c'est ça. Et donc c'est un peu un moyen de prendre possession de ton environnement et de mieux gérer la chose, je trouve. Donc je préfère la préparation quand même. Même si j'adore le côté improvisé, j'adore les vannes qui fusent alors que c'était pas prévu, c'est aussi la passion, c'est le sel du truc. Mais il faut un socle de préparation. Donner, recevoir ou les deux? J'ai un petit truc, ça rejoint ce que tu disais sur Théo Lion, sur la notion d'entrepreneur, etc. Et je vais citer même deux personnes, Théo Lion et Locklear, qui est un streamer Locklear. Théo Lion dit, il y a une des valeurs de son entreprise. C'est Give First. Il a expliqué ça, j'ai vu ça dans peut-être avec. Mais chez Alan, c'est une des valeurs aussi importantes chez Alan. Give First. Et la dernière fois, j'ai croisé Locklear, on avait discuté, qui me disait, sois un yes man. Et en gros, ça se combine, c'était quand quelqu'un te propose, quand quelqu'un demande, quand toi t'as l'occasion, fais, donne, cherche. En fait, tu te retrouves exposé à des situations que tu n'aurais jamais envisagées et ça te débloque des trucs au hasard. Tu te retrouves embarqué dans des projets que tu adores et dans lesquels tu t'épanouis. Et je trouve que donner, c'est la meilleure façon de s'épanouir. Donc je dirais donner. J'aurais pas mieux formulé que ça. Je prends un exemple concret pour l'expliciter, disons.
Si tu vois, moi, j'essaie d'accepter au maximum toutes les invitations qu'on me fait. Tous les concours d'éloquence, j'en ai fait une quarantaine depuis janvier où j'étais jury. C'est quand même beaucoup, tu vois. C'est dur de voir un concours d'éloquence où il n'y a pas Pierre Faury en ce moment. Ouais, désolé, parce que je vole des places à tous les autres jurés potentiels. Donc c'est trop bien. Ça me prend beaucoup de temps. Ça me demande de donner du temps. Mais à chaque fois, j'en tire des choses. Soit je suis ému par des choses, ça va m'inspirer d'autres formes d'écriture. Soit je rencontre des gens et ça va être après, pourquoi pas, des gens avec qui je vais travailler ou d'autres invitations. Enfin, tu vois, et je trouve que quand tu acceptes de donner, ça va être très bateau ce que je veux dire, mais quand tu acceptes de donner, tu reçois toujours en retour. Vraiment. Oui, c'est une question populiste. Donner, recevoir, j'étais à peu près sûr de vos réponses. Et deux... Oui, personne va dire recevoir, c'est très mal vu. Mais je pense que ça se défend aussi. Il y a sûrement, tu vois, une manière de le défendre. Ouais, c'était toujours sur tes théories avec les takers, les givers, je sais plus. Ouais, plus la théorie exacte. J'ai vu ce truc-là et je comprends, mais de toute façon, c'est que il y a 3 types de personnes. Il y a les givers qui donneront toujours plus. Il y a les takers qui prendront et il y a les mecs qui donnent quand tu donnes et qui reçoivent quand tu qui donnent quand tu donnes. Qui échangent quoi. Qui échangent. Enfin, inviter Théo sera plus clair. Oui, c'est ça. C'est ça, en mode le juste prix, quoi. Si tu donnes quelque chose, ils te répondent en retour. Et donc, la théorie dit que les givers sont toujours ceux qui gagnent. C'est-à-dire que même en étant purement égoïste, t'as intérêt à être giver. Mais après, j'ai écouté ça en faisant mon sport, j'ai repris le sport. Donc bon, peut-être que je soulevais tellement lourd que j'ai pas trop. Mais tu vois, c'est des petites notions que t'interceptais. Bah tiens, tu me fais une parfaite transition. Préparer son summer body, écrire des poèmes ou les deux. Aucun des deux pour moi. Non, mais c'est important, faites du sport. J'ai eu un rythme de vie déplorable. Là, j'essaye de reprendre la Yes Life. Et non, je me suis inscrit à la salle, ça avance. En tout cas, soyez assidus dans ce que vous entreprenez. Et puis, on verra. Les résultats tomberont à un moment. Tu te mets dans le mindset. Qui pushine. Tu te mets dans le podcasting mindset. C'est ça. Non, tu peux faire les deux en même temps. Moi, je te dis, quand je fais du sport, j'écoute de la musique aussi. Et comme la musique m'inspire, en fait, souvent, c'est aussi dans les moments de sport. C'est beaucoup la douche et le sport. Enfin, la course notamment. Donc, non, j'y crois à les deux. Ouais. La douche, c'est un peu parce que tu fais rien. Mais quand tu cours, c'est pareil. Quand tu cours, tu fais quelque chose, mais en même temps, ton cerveau, il est très libre de tout, tu vois. Et il y a un truc, j'en veux à ma Bose, l'enceinte, parce que maintenant que je mets de la musique, je suis moins pensif sous la douche. Donc, de temps en temps, je me dis, douche sans musique, sans rien. Et c'est là que tu élabores des plans sur la comète. Enfin voilà, pour le coup, la douche, c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment ça. L'idée sous la douche, c'est. Il y a plein d'idées sous la douche. C'est un des rares moments où tu fais rien. Et pour le coup. Le métro est pas mal aussi, je trouve. Bah, oui, mais en fait, moi, j'ai mon téléphone. En réalité, je regarde. Ouais, alors, non, mais le train, quand t'as pas de réseau, là, sur le réseau SNCF, là. Très bien. Mais je trouve que moi, le téléphone, effectivement, quand tu parcourir sans musique ou etc., genre, t'as des idées, quoi. Et on est tellement tout le temps branché au téléphone que ça obère complètement la capacité créative. Je t'en ai une dernière. Les mots, les idées ou les deux? J'ai toujours pareil, mais c'est toujours les deux. Enfin, une idée, si tu mets pas de mots derrière, elle est vide, si tu veux. Et un mot, s'il défend pas une idée, il a aucun sens. J'ai du mal à les scinder. Peut-être que toi, t'as une théorie là-dessus, mais un mot porte une idée. Non, un mot sans idée, c'est un son. En fait, l'idée lui donne un sens. Comment formuler la question? Mettons, quand je suis venu te voir là, au Cercle des Orateurs Disparus, donc Pierre fait sa prestation donc avec un ensemble d'autres, j'allais dire prestataires. Ça commence à faire un long épisode. Non, donc c'était une simulation d'un débat présidentiel et dans lequel Pierre avait comme proposition, corrige-moi si je me trompe, mettre en place un ministère de la poésie. Exactement. Comme beaucoup de gens dans la salle, je pense, j'ai été, transporté, en tout cas admiratif devant la prestation et devant le discours. Et de fait, moi j'avais la réflexion à ce moment-là, je me suis dit, mais en vrai de vrai, il faudrait lui dire de faire une Coluche. De présenter et d'y aller à fond. C'est ça, et de se dire en fait, là on est quasiment sur les mots, mais en fait tu vois, est-ce que c'est forcément au service, est-ce que tu mettrais ces mots et cette capacité que tu as au service d'idées noires, ça pourrait être dramatique, mais là tu les mets juste au service de une idée que tu choisis artificiellement de faire un ministère de la poésie, et je suis sûr que t'embarquerais les gens. Alors qu'en fait, il y a des gens qui ont des idées qui les expriment moins bien, tu vois, mais genre de la politique de bas, pas bas étage, mais tu vois, hyper pragmatique, des problèmes beaucoup plus concrets. Et moi, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, en vrai, ce serait
ce serait fou et je suis sûr et certain que tu aurais 500 signatures et un pourcentage non négligeable. 500 jamais. Non, alors déjà, j'y crois absolument pas. C'est pas un projet en tout cas, mais j'y crois pas factuellement. Mais non, mais il y a deux sens du mot idée. Enfin, il y a l'idée au sens, le message politique, j'ai l'impression de ce que tu dis. Et il y a l'idée juste de je défends quelque chose, une vision de quelque chose. Mais tu vois, si tu fais un poème sur l'amour, quel qu'il soit, il défend une idée, parce qu'il défend une vision du sujet, si tu veux. Après, une idée au sens politique du terme, moi, on m'approche un peu d'ailleurs, parce que les gens voient des concours d'éloquence, ils disent ok, il parle bien, donc forcément pour de la politique, pourquoi pas. Tu te fais approcher par certains. Un peu, mais par tout type de, ouais, c'est marrant. Mais je suis assez timide par rapport à ça, parce que je trouve que ce que j'adore moi, c'est l'expression artistique et c'est la créativité qui l'accompagne, notamment l'espace de liberté en fait que j'ai. Enfin là, j'ai aucune contrainte sur ce que je dis. Et quand t'es un politique, bah t'as des normes dans tous les sens, t'as des éléments de langage à répéter, t'as des contraintes de parti ou d'appartenance en tout cas partisane. Et moi, j'ai du mal avec ça. Et je préfère me dire, j'ai un espace de liberté qui est absolu, dans lequel j'évolue, plutôt que je m'impose des contraintes. Et en plus, et je pense qu'avec cette liberté-là, tu peux défendre des choses tout aussi puissantes qu'en politique. Bien sûr. Non, c'est pas pour dire que la politique est mieux ou moins bien que l'amour, etc. C'est plutôt est-ce que tu te vois, par exemple, un jour mettre ta compétence de l'écrit ou de la rédaction au service de projets. Donc en fait, je sais que, d'une certaine manière, tu le fais tous les jours. C'est ce que j'allais dire, je le fais déjà en fait. Quand tu négocies, quand tu demandes X ou Y chose. Ah non, j'ai pas ça comme ça. Ok, non. Non, mais enfin, je veux dire, dans de grands projets, ambitieux. Oui, tu c'est vois. ça. Mais en fait, je considère que je le fais déjà plutôt en défendant une vision de quelque chose, si tu veux. Oui. Là, tu vois, je viens vous parler d'éloquence, des concours d'éloquence, de pourquoi c'est important. Je défends une vision et ça, c'est un projet, tu vois. Quand on disait au début que un espèce de rôle que j'essaye de me donner, c'est de rendre ça accessible, populaire aussi au plus de monde possible, je considère que c'est un projet, si tu veux. Et je suis convaincu que t'as pas besoin d'être en politique, de faire passer des lois ou autre, pour avoir un impact sur la vie des gens. Et un des discours que j'ai fait la Aix en 2023, la finale, c'est un truc que je dis justement, je dis en fait, les gens qui changent vraiment nos vies, c'est pas des députés, des ministres, des présidents. C'est ton père, ta mère, c'est ta sœur, c'est tes copains, ta copine, enfin c'est plein de choses, tu vois. Et en fait, je suis considérablement convaincu que vraiment changer la vie des gens, ça passe aussi par des choses très simples. C'est défendre une vision, mais pas forcément en politique, pas forcément dans des grandes structures. Et tu peux vraiment créer des différences en tout cas sur la vie des gens de manière super simple et dans le quotidien. Et l'art est une super forme, je trouve, pour le faire. Je suis d'accord avec ça. En fait, on pense surtout à son entourage, aux gens qui évoluent autour de nous, et c'est ça qui a un impact majeur sur nos vies. Et je suis assez convaincu par ça. Oui, moi j'avais la discussion d'ailleurs avec Dimitri Descogniers de Major Prépa, où en fait on était dans deux situations comparables, mais en même temps incomparables sur certains points, c'est-à-dire on aide des préparationnaires, tous les deux, sauf que lui il le fait à une échelle énorme, alors que moi je le fais pour 30 élèves cette année, tu vois, donc, mais en revanche à un degré c'est ça. Évidemment qui est pas bien sûr. On change beaucoup plus leur classe préparatoire que lui, mais lui il fait que ça. C'est toujours volume versus valeur, de toute façon. On l'a déjà dit, mais Simon, il connaît chacun de ses élèves, le nom de leurs parents, leur profession, où ils habitent, s'ils ont eu la gastro il y a 3 jours. Enfin, c'est tout. Il sait tous ses élèves. Donc ça, c'est assez pas fou. tout, j'espère, mais en tout cas, je sais que non, pas tout, mais je les connais bien. Bon, on va conclure. Pierre, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées déjà que tu aimerais... Non, je pense qu'on a fait le tour de ça. Il y a des sujets, peut-être, si on parle d'éducation, tu vois, on est tous des créateurs de contenu ici. Moi, je trouve ça dommage que dans la manière dont on pense l'éducation aujourd'hui, partout, à HEC, mais dans toutes les écoles quasiment, ça n'a pas des éléments qui sont intégrés, ça, tu vois. De créer du contenu, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment important, pourquoi c'est aussi un métier d'avenir, pourquoi c'est un métier tout court, même parfois. Et je trouve ça dommage que dans la formation à HEC, on n'ait pas des éléments comme ça. Je connais peu d'écoles qui le font d'ailleurs. Peut-être des écoles de com, je connais un peu moins bien ce monde-là. Mais je trouve ça assez intéressant et important de dire aux gens que, l'économie de la création, c'est plus que les influenceurs d'il y a 10 ans, très télé-réalité ou autre. C'est aussi, tu vois, du contenu intéressant, intelligent. Et moi, j'ai beaucoup la critique qui m'est faite de pourquoi faire de la poésie sur TikTok. Enfin, si tu veux faire de la poésie, écris de la poésie, fais-la publier. Et j'essaierai de le faire aussi, évidemment. Mais je trouve que c'est trop dommage que du contenu, entre guillemets, intelligent disparaissent de ces plateformes-là, ou n'apparaissent pas en tout cas. Parce que justement, c'est là où il y a du volume, c'est là où il y a des gens qui vont être touchés par ce qu'on fait. Et donc c'est là où il faut aller absolument. Et on trouve ça dommage que on cherche pas toujours à adapter des choses un peu anciennes, la poésie en fait partie, tu vois, c'est depuis la nuit des temps, à des formats modernes.
Et c'est un peu tout ce que j'essaye de faire moi, c'est de dire, ok, il y a des trucs qui sont un peu vieille France, la poésie, les concours d'éloquence ou autre. On en fait un truc cool, sympa, et c'est comme ça qu'on les rend populaires et c'est comme ça qu'on les rend accessibles. Et je trouve ça dommage que les écoles se saisissent pas plus de ce sujet-là. On n'en serait pas là aujourd'hui. Et que ce soit sur ce prisme-là, que ce soit sur un prisme plus infoprenariat, Bien sûr, ouais. ou alors sur un prisme entrepreneuriat même, où on en est loin. Mais je trouve que dans tous les cas, il y a effectivement le côté bon, allez, trouve-toi un vrai métier, quoi. Ouais, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure sur le monde corporate et tout. Il y a quand même une pression sociale pour dire ce que tu fais là, c'est sympa. C'est un chouette projet à côté des études. Mais tu vois, quand est-ce que tu fais un truc un peu sérieux? C'est trop dommage que tu vois la génération de nos parents, voire même notre génération. Ouais, je connais des gens dans ma génération qui me disent bon, c'est bien sympa Instagram et la poésie, mais bon, tu fais quoi dans 6 mois, tu vois? Et c'est quand même fou que les gens soient pas sensibilisés à ça, que c'est des vrais métiers qui ont un vrai intérêt pour la vie des gens, et c'est pas juste ok, je fais 3 stories, je montre en maillot de bain, et tu vois, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, le terme que personne veut utiliser, mais influenceur, est en fait très fort et dit beaucoup. C'est-à-dire que la capacité d'influencer, moi, c'est mon métier d'influencer des résultats d'étudiants. C'est la capacité de tout le monde. Enfin, c'est le métier de tout le monde d'influencer d'une certaine manière, ou le métier de ceux qui bossent dans la com, etc. Et on a toujours l'impression que c'est influencer à sauter par la fenêtre ou à faire une bêtise, parce qu'effectivement, c'est les influx voleurs, Booba, Nabila. Mais en fait, en réalité, c'est tellement complexe et tellement beau comme métier d'avoir une influence. Et encore une fois, quand je le dis, on sent le côté négatif, mais sur les gens, et ouais, complètement. Et je trouve que là, on a tendance à le dire d'un point de vue de notre prisme, qui est dernière année d'études, mais en fait, tu peux aussi remonter l'histoire et dire, en fait, la manière de se construire. Le grand oral, j'ai l'impression, va un peu dans cette direction. Ouais, c'est quand même plus ancien, tu vois, cette capacité-là. Qui est latente, mais... Et dernier point sur les réseaux, juste. Oui. En fait, la critique qu'on peut leur faire, c'est parfois quand c'est les réseaux pour les réseaux. Je trouve que là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un projet derrière, tu vois. Enfin, là, on est dans un podcast qui est pas juste là pour... on parle, tu vois. Il y a un projet derrière, c'est transmettre des messages. Et ta vie ne se résume pas à ce podcast-là, tu vois. Moi, la critique que je fais au réseau, c'est parfois ça. C'est parfois, on est tellement dans le culte de soi qu'on oublie qu'en fait, c'est d'abord et avant tout un canal pour diffuser des choses. Et donc, il faut qu'il y ait un enjeu, un message, un projet derrière. Et en fait, les influenceurs qu'imaginent les gens, ce sont ces influenceurs-là d'il y a 10 ans, où c'est juste je montre ma vie, mais c'est pas un projet de montrer sa vie. Le projet, c'est quelle est la vision du monde que je défends, pourquoi est-ce que je m'engage, comment est-ce que je change la vie des gens, ou de certaines personnes en tout cas, de gens. Et donc les réseaux, ils sont utiles que quand il y a quelque chose derrière qui sous-tend finalement le fait de juste publier du contenu qui, dans l'absolu, n'aurait aucun intérêt. Ah, c'est clair. Tout à fait d'accord. Mais moi, tu vois, je le vis vraiment pour le coup. Moi, je publie du contenu, en particulier sur LinkedIn, de fait, quasiment quotidiennement. Trop, en fait, parce que j'ai pas du tout le même processus créatif que toi. Moi, c'est staccanoviste et je publie tous les jours, quoi qu'il arrive, et ça me fait ma visibilité. Et en fait, moi, c'est évidemment au service d'un projet, qui soit directement au niveau du recrutement et au niveau du message. Et les gens comprennent pas trop. En fait, dans la navigation sur le téléphone, tu passes d'Instagram à LinkedIn, et les gens ont l'impression que c'est le même réseau, et même si c'est utilisé différemment, en fait, ils voient pas du tout le côté. En fait, je le fais parce que c'est mon métier de faire ça, quoi. Et donc, en fait, moi, mon principal canal de recrutement, c'est le bouche à oreille. J'ai suscité, je sais pas combien de millions de vues l'année dernière avec des posts LinkedIn. C'est pas des millions de vues abstraits. Genre, à la fin, je recrute 25 étudiants en première année. C'est juste que ça me permet d'être visible et d'être un sujet de café, que les gens pensent à ça, et quand ils disent leur petit cousin, leur petit frère, quelqu'un qui connaissent, qui veut faire une prépa, hop, ils puissent penser à nous. Et les gens pensent que c'est juste pour avec toi. Ouais, pour s'amuser, pour de montrer que j'existe. C'est ça. Mais bon, Et encore, ça évolue. Non, mais il y en a qui font ça. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça. Il y a des personnes qui n'ont un message, forcément, mais ça évolue. Je trouve que si tu reviens de 5 ans en arrière, c'est plus du tout. Ça évolue dans le bon sens. Oui, je suis d'accord. Ouais, entièrement d'accord. Oui, parce qu'une évolution, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Le podcast touche à sa fin. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous deux. Vraiment, je pense qu'on a véhiculé pas mal de bonnes choses aujourd'hui, et c'était un super échange. En tout cas, moi, j'étais très content de mettre de la poésie dans ma vie aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, Pierre les lira tous, puisqu'il les lit tous. Il a tout anticipé. Je réponds pas à tous, mais je lis à tous. Donc voilà, je vous dis tranquillement à la prochaine fois, et puis ça va être difficile pour le prochain, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Si vous nous avez écouté jusque-là, je suppose que l'échange vous a plu. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Vous connaissez la chanson, ça nous soutient beaucoup et surtout ça nous aide évidemment quand on va parler à des partenaires du podcast et c'est la meilleure manière de nous soutenir. Et peut-être de réduire les délais entre le 2e et le 3e épisode. Merci beaucoup et à la prochaine.